Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Culture Pote, je suis Max. Et je suis Stain. Alors on tient. Et quand on fait des intros normales, genre. Non, j'avoue qu'il n'y a pas eu de bâillement, il n'y a pas eu de dérapement, Mais oui, tout c'est était fou. bien. Je suis choqué. Donc pour ceux qui savent pas, on pioche un sujet au hasard et on en parle pendant Let's go. genre 1 heure. On essaie de faire moins d'1 heure cette fois. Ouais. Qui se rappelle quand c'était 20 minutes un épisode? Ouais, ça date, hein. Wow. Oh là, ça a pas duré 1 heure. Non, c'est un sujet... C'est long quand c'est écrit, mais c'est assez court en vrai je pense. Avoir une collection en tant qu'adulte. Entre guillemets, être un grand enfant. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà parlé plusieurs fois avec Lenny, avec On en a Ellie, parlé avec plusieurs plein de fois, gens. en effet. On fait un petit truc dessus ou pas quand même? Eh bien, en tant que geek, même si on n'aime pas ce mot, hein, Moi je déteste. on déteste ce mot, mais en tant que affilié à la culture geek, on collectionne des trucs. On collectionne, Ouais, non, mais on collectionne beaucoup de papier et on collectionne beaucoup de plastique. Toi, t'as réussi à t'en détacher un peu. Je m'en détache parce que j'ai eu ma période zen où je me suis dit... Enfin, j'ai découvert un peu... Oula, bien ça. Nickel. J'ai découvert les valeurs bouddhistes. Je suis pas bouddhiste pour autant, mais il y a c'est des valeurs auxquelles j'ai un peu adopté un mode de vie, enfin un mode de pensée plutôt. Et je me suis dit bon, tout ça c'est matériel, donc au final j'en ai pas besoin. Et au final tout ce qui est matériel est éphémère. Et on est tous éphémères. Donc au final, si ma collection brûle, ça m'embêterait, mais au final je serais pas si triste parce que ça traîne là, ça prend la poussière. C'est juste triste parce que c'est de la valeur sentimentale et monétaire. Mais au final, est-ce que je vais mourir pour autant? Dans le feu peut-être, mais pas. C'est pas parce que je perds mon Smash Bros sur GameCube que je vais mourir, tu vois. Moi je capte. Moi je suis un peu plus fermé quand même. Genre. Ouais. En fait ça va varier parce que c'est vrai qu'à l'époque j'étais. Où je me suis mis. Je me suis attaqué par une mouche. Oula. À l'époque où je pense que c'était un peu en même temps la même période où on a eu. Arrête. Mais la mouche elle arrive. Arrête. On a eu un peu je pense à la même période où on a commencé à collectionner des trucs et tout. Ouais mec. Et moi, comme j'affectionne énormément d'univers différents, vu que je suis à la fois sur le cinéma, les jeux vidéo, les bouquins, machin, j'avais plein de collections différentes finalement. Ouais. Jeux vidéo et tout. Et plus j'ai grandi, plus je me suis mis à apprécier un truc plus qu'un autre. Et du coup, j'ai plus d'affect envers une collection qu'une autre. C'est-à-dire que par exemple, là demain, je perds ma collection de DVD, un peu comme toi. Ouais. Je vais être dégoûté, tu vois, mais ça va quoi, c'est des films. Pareil avec mes jeux vidéo, honnêtement. Mes jeux vidéo, la seule collection qui m'intéresse encore, c'est les jeux récents, parce que je joue essentiellement aux jeux récents, puis forcément aux jeux rétro. Mes jeux rétro, je les garde toujours parce que ça fait une très belle collection et il y a quand même un petit flex de les avoir. C'est clair. Mais je les perds. Bon, je suis pas dégoûté, quoi, tu vois. Par contre, mes mangas, mes comics, mes BD, j'en perds une, je suis abattu, genre vraiment, je suis dévasté. Après, je pense aussi le fait que tout ce qui est jeux, etc., maintenant c'est plus dématérialisé, tout ce qui est film, etc., avec les plateformes de streaming, etc. Alors que t'as pas ce même rapport avec le papier, avec la BD, le manga. Il y a beaucoup, maintenant il y a énormément de trucs qui sortent Non, en digital et tout. Je dis pas le contraire, je sais que ça se fait beaucoup avec tout ce qui est webtoon, etc. Mais le fait d'avoir le truc dans ta main, le tome, le papier qui glisse sur tes doigts, c'est quand même une meilleure expérience que glisser sur un écran. Et je suis d'accord avec toi, mais en même temps, j'ai envie de te dire, ça peut aussi se faire avec d'autres collections. Genre par exemple, la musique, où il y a des gens qui vont préférer les CD et tout Oui, par rapport au streaming. C'est sûr. Alors que pareil, avant j'avais une collection. Alors en vrai, ça, peut-être que j'aurais toujours le même affect, mais j'avais une collection CD de fou. Et genre, je l'ai plus parce que maintenant j'ai une enceinte qui fait que du Bluetooth. Ouais. Mais je pense que si j'avais toujours une enceinte CD, j'aurais toujours ma petite collection perso, et je serais toujours dedans. Disons que cette collection-là, j'ai plus perdu par nécessité que par choix, genre. Ouais. Mais en vrai, ça se rapporte à plein de trucs. Le DVD, c'est pareil, tu vois. Le côté avoir son petit CD, le foutre dans le machin. Et puis il y a toujours ce délire de, imagine un jour le site, je l'ai plus, je suis plus abonné, ou alors on n'a plus internet. Ah, c'est sûr, ça, on n'est pas à l'abri de tout ça. Hein. C'est ça. Mais en même temps, je peux me séparer de mes DVD. Par contre, je peux pas me séparer de mes BD, tu vois, c'est impossible. Je comprends. Je pense que c'est aussi parce que, comme je le dis à chaque fois dans toutes les émissions, je pense qu'ils ont capté, moi, mon truc c'est la BD. Bien, forcément, bien évidemment. Tu vois, par exemple, justement, le fait que là, je vis dans un environnement où c'est une caravane. Alors, attention, je suis pas un gitan, je suis rien contre les gitans, mais juste, voilà. on n'est pas isolé, juste dans le jardin de mes darons, et du coup, on n'a pas de place pour installer mes trucs chez moi, donc du coup, je suis dans la caravane.
c'est pas bon de laisser ces BD là-dedans, surtout qu'en plus j'ai plus de place. Mais je suis incapable de dormir sans être entouré de mes trucs. Je mets mes DVD, mes jeux vidéo à la maison, pas de problème. Mes BD, je peux pas être dans un environnement, elles sont pas autour de moi, genre. Parce que t'as envie de les protéger. Ouais, mais du coup, c'est pas le meilleur endroit pour les protéger. Non, mais. Mais en même temps, ouais, j'ai envie d'être à côté. Je peux pas. Voilà, t'es à côté, comme ça, tu sais que s'il y a un problème, t'es là pour les protéger. Ouais, c'est ça, pour c'est comme des petits bébés chats. Ouais, c'est ça, c'est un peu mes bébés chats. Mais à l'inverse, par contre, tu vois, mes figurines, je me suis séparé de la plupart des figurines pour faire de la place pour mes BD, tu vois. Ça m'a pas dérangé, par exemple. Ah, j'avoue que collection de figurines, moi, je peux pas. Bah, justement, avant, j'étais à fond dedans et maintenant, beaucoup moins. Moi, je peux pas. Je vois déjà le prix. Je vois, ok, je me dis, c'est beau. Mais quand je vais le voir sur mon étagère, je vais me dire, mais ça, on dirait que je suis à Micromania. Ouais, mais je suis d'accord. Mais justement, avant, j'avais pas cette logique, j'étais plus en mode jeu collectionner et tout. Et maintenant, avec l'âge et mes collections, je me dis, mais alors, est-ce que je préfère mettre 60 € dans un babiole qui va se mettre sur mon meuble et qui va faire de la poussière? Je préfère mettre 60 € dans justement une BD qui va m'apporter un vrai quelque chose mentalement et peut-être me changer sur pas mal de trucs et tout. Tu vois, genre, j'ai eu cette réflexion un peu de me dire, je préfère dépenser mon argent dans des trucs utiles. En vrai, je viens de me faire la réflexion là, à l'instant, je me dis, ok, avoir une figurine d'un truc que t'adores, c'est très cool, mais il faut que ce soit vraiment, genre, très limité. Genre, moi je pense forcément à tes Dreamland, ça se trouve pas partout. Oui. Et ça, c'est extrêmement cool de l'avoir, parce que tu dis, il y a le fait d'avoir un truc très rare. Effectivement, mais je pense que les seules figurines de ma collection dont je peux pas me séparer, ça va être mes Dreamland et ma grosse figurine de The Last of Us. Clairement. Si je me barre de chez moi et que je dois faire de la place, les seuls que je garde, c'est celles-là, je pense. Et les trucs qu'on m'a offert. Ouais, parce que par contre, ça, c'est un truc, effectivement, où je mets un point d'honneur là-dessus, c'est tout ce qu'on m'offre, je le garde. Même si c'est un truc qui m'intéresse pas, ça reste ici, parce que c'est du cadeau. Je suis pareil, parce que ça a une valeur sentimentale. Ouais, c'est ça. Genre, moi, pour mon anniversaire, nos amis Corentin et Mandy m'ont offert un petit pins. Juste un petit pins débile. Mais je le garde sur mon panneau en liège et il bougera pas. Moi, c'est pareil, ils m'ont offert. En fait, on a eu une grosse blague où avec Corentin, je lui avais offert un carton rempli de trucs pourris. Où la blague, c'est juste d'avoir des trucs débiles à 1 €, genre. Et il m'a offert un truc pareil, et genre, j'ai encore toutes les merdes qu'il m'a filé. Bon, je traîne un peu partout, mais c'est là, quoi. Mais du coup, je te rejoins sur ce côté. Il faut, si tu prends une figurine, il faut un truc qui a une valeur. Un côté vrai collector. Ouais, non, mais carrément. Je te rejoins là-dessus. Et pour le coup, c'est vrai que mes Dreamland, on se dit là. Maintenant, elles valent une fortune, ces figurines. Ouais. Vraiment, Moi, la seule figurine qu'il me faut, c'est la grosse figurine Rayman, où il est sur le sceptre de Leptis, là. Tu l'as déjà vu? Oui, je l'ai déjà vu, elle est trop classe. Je la veux. Elle est trop classe. Un jour, je l'aurai. Mais ouais, voilà, c'est notre avis sur la collection en tant qu'adulte. Je pense qu'on n'a plus rien à dire, parce qu'on l'a déjà dit dans genre 3-4 épisodes, bien ça. Nickel. Oui, j'ai pas grand chose d'autre à dire, moi, perso. Ouais. Nouveau sujet? Vas-y, pioche. Je pense que c'est un demi, vu comment c'est plié. Ça marche. Oula. Je sais pas. Bon, ça fait que 8 minutes, je pense que ça va, du coup. Oh my god, dis-moi. Non. Non. Wow. Oh my god. Dreamland. Bon. Ah, en plus, il fallait que ce soit moi qui pioche. Alors attends, je m'installe. Elle s'installe, on s'assoit. Tu peux y aller. Très bien, donc ça c'est l'épisode pour lequel on a fait ce podcast. Après cet épisode-là, vous aurez plus d'épisode. C'était juste ça. Non, c'est faux. Alors, j'espère que t'as mis ton truc préféré là-dedans aussi. Parce que là, c'est mon épisode. Je sais même pas ce que c'est mon truc préféré. Est-ce que tu vas vraiment parler dans cet épisode? Je ne sais pas. Bon, si, tu les as lus. En plus, c'est l'avantage. C'est que pour une fois, c'est un truc que tu connais. Je les ai lus, mais il y a tellement d'infos et tellement de ça va. En plus, t'as genre 2 tomes de retard, je crois, non? C'est tout. Ouais. Ah, ça gratte le nez. Dreamland, qu'est-ce que c'est? C'est un manga écrit et dessiné par Renaud Lemaire, mon dieu. Alléluia, Renaud. De la BD du manga qui est genre mon auteur all time. Personne ne peut le détrôner, je pense, actuellement. Ouais. Et qui est sorti en 2006 et qui est toujours en cours à l'heure actuelle. Qui est juste un pur banger, en fait. Par quoi vous commencez? Je sais peut-être de quoi ça parle Dreamland. Parce exactement. Que, en vrai, c'est populaire maintenant, et tant mieux, je suis content. Tant mieux, ouais. Mais en même temps, je pense que ça reste assez niche quand même. Genre, c'est un peu entre les deux. J'ai l'impression que c'est. Je pense que ça va se populariser avec la sortie de l'animé. Oui, on va en parler aussi. Mais quand potentiellement cette année ou l'année prochaine. Il n'y a aucune date de sortie, il n'y a pas eu de date. Ouais. Mais juste, on suppose. Je vais juste me renseigner de trop le truc. Dreamland,
Manga écrit et dessiné par Renaud Lemaire, donc depuis 2006, qui est toujours en cours maintenant. De quoi ça parle? Ça parle de Terence, qui est un jeune homme qui est pyrophobe, donc la phobie du feu. Du feu. T'as dit un truc? Non. Ok. Juste, je regarde quand sort Dreamland en animé, prévu pour 2024. Oui, non, voilà. c'est dit. Donc il est pyrophobe et un jour, alors qu'il fait un cauchemar, il combat sa peur dans ses rêves et combattre sa peur lui permet de devenir un voyageur. Qu'est-ce que c'est un voyageur? C'est une personne dans le monde de Dreamland qui est capable d'être conscient que le monde des rêves existe et qui utilise ses peurs comme super pouvoir. Ça, c'est le concept de base de Dreamland. On va suivre l'histoire de Terence, du coup, comme je le disais, qui décide de retrouver sa mère à Edenia, qui est en gros le paradis, qui est accessible que dans Dreamland, mais personne ne sait comment on l'atteint. Et donc du coup, accompagné de tous ses amis, il va chercher une manière de rejoindre Edenia et de rejoindre sa mère. Pourquoi je parle de Dreamland? Bah parce que juste c'est parfait en fait. Genre c'est, je pense, ce qui se fait de mieux en termes de shonen. Alors il a des défauts, on va pas en parler, parce que je suis pas là pour parler des défauts de Dreamland, je suis là pour parler des qualités. Déjà l'univers, incroyable. L'univers de Dreamland est trop bien. Tout se base sur les rêves que font les héros. Donc t'as le monde réel, entre guillemets, le monde 3D, là, des 5 sens, et t'as le monde dans les rêves où tout est possible. Exactement. Le concept même de Dreamland, c'est que si tu y rêves, ça arrive dans Dreamland. En fait, t'as plein de mini-royaumes éphémères qui, eux, apparaissent que genre une seule nuit, parce que demain, genre, il y a un mec, il a rêvé qu'il se battait contre Son Goku dans sa douche. Du coup, il y a un mini-royaume qui fait genre peut-être 5 mètres carrés. Et hop, c'est une douche et il se bat contre Son Goku dans son rêve. Et du coup, ce royaume-là, il est créé que pour cette nuit-là parce que le mec a rêvé de ça. Et à l'inverse, t'as des royaumes énormes qui, eux, regroupent un peu tous les rêves collectifs que les gens font. Par exemple, les gens qui rêvent de richesse, ils apparaissent à Casinopolis parce que c'est la ville où tout le monde peut faire des paris et gagner de l'argent. Ouais. Et voilà. Et du coup, là, c'est l'écosystème Dreamland fonctionne comme ça. Et c'est, en fait, genre, je suis passionné par ce manga parce que il y a tellement d'idées, il y a un potentiel tellement énervé de raconter des histoires. Et justement, c'est ce qu'on disait sur l'épisode d'avant où je parlais de héros. C'est exactement ce qu'il y a dans Dreamland. T'as l'impression que les persos que tu suis, de toute façon c'est pas que l'impression, c'est vraiment ce qui se passe. Les persos que tu suis, c'est juste les persos principaux de l'histoire que tu lis, mais pas les persos principaux de Dreamland. Bien sûr. Ils sont pas là. Ça change rien de Dreamland en fait, ça continue à vivre. Je vais peut-être être en désaccord parce que dans Dreamland il y a un classement de la force des voyageurs et on voit bien que les héros, enfin les protagonistes ont un classement qui chamboule un peu l'univers de Dreamland et de comment la hiérarchie est faite. Je suis d'accord, mais si c'était pas eux, ça aurait été quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est pas faux. Leur quête, leur quête, une fois qu'ils l'auront faite, si elle restera comme dans la légende, parce que trouver Denia, comme ils le disent dans Dreamland, c'est un truc qui est ultra dur à faire et quasiment impossible. S'il l'avait pas fait, c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Tu vois, c'est pas un truc qui fait que ces mecs-là sont les élus de la prophétie qui doivent y arriver. C'est tourné de manière à dire il me rappelle tel machin, parce que c'est un shonen, ça joue avec les codes du shonen. Bien sûr. Mais par rapport par exemple à un One Piece ou un Naruto, j'ai pas la sensation qu'on me dit en fait Terence c'est la réincarnation d'un personnage machin, enfin genre il revient parce que c'est le descendant de un tel ou de machin. Non, c'est juste un mec qui a des rêves, qui va tout faire pour y arriver. Et effectivement par certains aspects il rappelle un voyageur qu'on connaît, mais à aucun moment il a même parenté avec, ou alors c'est l'élu de la prophétie, ou alors c'est le descendant de tel dieu qui descend de je sais pas où. Non, c'est juste un mec qui va changer le truc. Mais je veux dire, une fois qu'ils ont retrouvé Denia, j'espère qu'ils vont trouver Denia, une fois qu'ils ont retrouvé Denia, Dreamland ça va continuer à vivre normalement, tu vois. Ils auront été une partie de Dreamland, mais dans 40 ans, les gens vont se rappeler d'eux comme une légende et il y aura de nouveaux héros qui vont venir. C'est ça que j'adore en fait. C'est que par rapport à un One Piece, où le jour où Luffy trouve le One Piece, le monde aura changé. Tu vois, dans One Piece, Luffy trouve le One Piece, le monde peut plus être comme avant. Ouais. Dans Dreamland, il trouve Edenia, c'est bien, maintenant les gens ont accès à Edenia. Alors c'est une légende de fou, attention, oui. C'est un truc de dingue, les gars vont être aux anges et tout, mais est-ce que ça va empêcher Dreamland d'être comme avant? Pas vraiment. Et justement, c'est remarqué par les persos secondaires, parce que du coup Dreamland, je pense que ça tape avec One Piece en termes de persos secondaires, il y en a énormément. Absolument. Partout, genre vraiment il y en a trop à la seconde. Et les persos secondaires qui sont issus du monde des rêves, parce que du coup en fait Dreamland vit
quand les gens Rêve. les gens rêvent, mais je veux dire, tu te réveilles, Dreamland continue à vivre, quoi. C'est pas genre au moment où tu rouvres les yeux, Dreamland n'existe plus et tout. Parce qu'en soi, il y aura au minimum une personne qui rêve dans le monde. Oui, c'est ça. Il y aura toujours des gens qui rêvent, donc du coup, Dreamland sera toujours en vie, on va dire. Actif. Et du coup, les êtres, il y a des êtres en fait qui vivent vraiment dans Dreamland, qui ne sont pas les humains. Bien. Et du coup, ces êtres-là ont leur aventure à côté qu'on voit au fur et à mesure. Et ces mecs-là vont changer Dreamland, par contre. Parce que justement, Dreamland se déroule dans un contexte de guerre froide. Au début du manga, qui est en train de monter petit à petit, là où on parle, c'est en train de devenir une grosse dinguerie. D'ailleurs, le dernier tome est fou furieux, frérot. Il faut que je lise. Ouais, c'est trop une folie. Et du coup, contexte de guerre froide et tout ça. Et là, on comprend que ça risque de potentiellement changer le cours de Dreamland. Mais du coup, effectivement, on nous fait bien comprendre que les persos qu'on suit ne sont pas des mecs qui sont là pour changer Dreamland. Ils vont le faire inconsciemment parce que leur quête fait qu'ils ne se sont pas le choix de le faire. Mais demain, s'ils sont pas là, c'est d'autres gens qui le feront, quoi. Ouais. C'est ça que j'essaie de faire remarquer, tu vois, c'est que dans Dreamland, tu suis pas les élus de la prophétie ou les descendants de machin. Tu suis des mecs qui font des trucs. Et c'est tout. Genre, c'est juste que, oui, les mecs sont trop chauds ou alors ils ont trop de chance. Ouais. Mais en tout cas, ils arrivent à faire leur bail, quoi, tu vois. Ouais. Mais je pense que je préfère quand même cette approche au storytelling, parce que quand tu lis un manga et que c'est genre, si je n'arrête pas ce méchant, le monde va exploser et le poids du monde repose sur mes mains. Non, mais c'est pas trop croyable. Oui. Comparé à un truc où, genre, moi, mon objectif, c'est de retrouver ma mère au royaume des morts. Je suis d'accord. Ça marche, c'est une possibilité. Genre, c'est beaucoup plus terre à terre et surtout c'est beaucoup plus compréhensible. Après, est-ce que le fait que Dreamland se déroule en vrai à notre époque, ça joue pas aussi? Aussi. Tu sais, en France, qui plus est. En France, qui plus est, à Montpellier. À Montpellier. Dans un vrai lycée. Ouais, qui a changé de nom en cours de route et tout. Du coup, il serait qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais en fait, Dreamland c'est composé en deux parties. Donc il y a la partie Dreamland, le monde des rêves, qui est ciblé shonen, bagarre, neketsu, super pouvoir, on se tape dessus. Ouais. Et il y a la partie dans le monde réel qui, là, est plus un espèce de slice of life comédie. Qui est d'ailleurs vachement drôle, même si faut aimer l'humour pipi caca, mais c'est très marrant. Oui. C'est vrai que c'est très prononcé. Où on suit l'équipe, du coup, les Lucky Stars, c'est comme ça qu'ils s'appellent. On suit l'équipe dans leur vie de tous les jours, avec Terence qui passe son bac, qui essaye de serrer Lydia, sa copine, qui traîne avec ses potes. Enfin, on est vraiment sur un truc slice of life classique. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est trop bien en fait, parce que t'as deux univers complètement différents dans un même manga. Et en plus, Renaud Lemaire arrive à rendre les deux ultra intéressants. Ouais. Parce que dans l'univers de Dreamland, vous avez tout ce contexte de... C'est trop cool de découvrir l'univers, de se construire. Les différents royaumes, les personnages, machin, les contextes géopolitiques, les conflits, machin et tout. Ça, c'est trop cool à suivre. Mais surtout quand t'es dans le monde réel, et tu tapes des grosses barres, et genre c'est trop cool de voir les personnages évoluer et apprécier ce qu'ils font, machin. C'est trop bien, quoi. Enfin, c'est une dinguerie. Carrément. Genre, la scène, je sais pas si tu l'as lu du coup ce passage-là, parce que je sais plus dans quel tome, il y a un passage très drôle où les personnages doivent faire une coloc entre eux. Et j'ai dû le lire parce que c'est. Et il y a vraiment ce passage où Terence se tape une queue, et il y a une meuf, il y a sa coloc qui rentre dans la pièce, et t'as les cases me tue de rire où t'as genre, au milieu, t'as la case de la big goutte de Musper en train de sauter et de tomber, et genre des deux personnages qui regardent la goutte tomber avec un grand silence, et la page d'après, elle ferme la porte, elle se barre. Et c'est trop drôle. Je l'ai vu, ouais. Et tu vois, après c'est effectivement, donc comme vous l'entendez, c'est pas un livre à mettre entre toutes les mains. Ouais, non. Alors, c'est pas explicite, sauf un tome. Oui. Plus ou moins. Plus ou moins, pas... Ça en révèle un petit peu. Un petit peu, mais vous avez rien de visuel. Après, c'est vrai que des fois, t'as des cases où t'as des seins, t'es genre, ah ouais. Ouais, en fait, Renaud Lemaire a eu full carte blanche. Ça qui est incroyable, c'est que Pika a eu ultra confiance en Renaud Lemaire. Donc, Dreamland, pour ceux qui ne savent pas, c'est le tout premier manga officiel français, vraiment édité par maison d'édition. Il y a eu des petits trucs avant qui sont sortis chez Ankama et tout, mais vraiment fait par une maison d'édition qui fait que du manga et officiel. C'est le tout premier manga. Et du coup, Pika a eu ultra confiance en Renaud Lemaire et lui a dit, frérot, carte blanche, tu fais ce que tu veux, tu t'éclates. Et du coup, Renaud Lemaire a dit, je peux vraiment faire ce que je veux? Ils ont dit oui. Ok, première page, gros sein. Enfin, j'abuse pas première page, mais premier tome, ouais. Gros sein, gros plan. Ça parle de beuteux, mais en même temps, on est dans un contexte où on suit des personnages de 17-18 ans.
Enfin voilà, c'est un gamin qui a jamais serré une meuf, qui est toujours puceau, qui est amoureux d'une nana, donc ouais, moi ça me choque pas, tu vois, qu'on ait ce genre de thème dedans. Et en plus, c'est abordé vraiment bien, c'est-à-dire que là, on le fait en rigolant, mais en vrai, par exemple, il y a le volume dont on parle, c'est le volume qui aborde le thème de la première fois avec une meuf, et je trouve que c'est super bien fait en fait. Genre, c'est ultra bienveillant, et on n'est pas sur un truc qui veut être. Oh lol, il y a du sexe. En fait, il y a une scène de cul du coup dedans, mais elle fait genre 2 pages, et en fait, c'est. On te parle, Tot, réalisateur de Wakfu, par exemple. Alors... Tu devrais lire Dreamland pour savoir comment on fait une vraie scène de sexe intéressante pour pas choquer des enfants. Oula hein. Parce que Amalia Hugo, qui font un chapitre complet sur leur baise matinale, on aurait pu s'en passer par exemple. Non mais tu comprends pas en fait, c'est que les fans de Wakfu ils ont grandi. Arrête. Du coup vu qu'ils ont grandi, ils veulent voir. Mais même l'autrice elle a fait un thread sur Twitter en mode j'étais pas prête à dessiner ça, genre vraiment... Bref, tout ça pour dire que dans Dreamland c'est fait ultra intelligemment. Et moi j'ai grandi avec Dreamland. Je découvre Dreamland, on était au tome genre 7-8 je crois. J'avais trouvé les premiers tomes chez Easy Cash. Et j'avais peut-être, je crois, 11-12 ans. Du coup quand cette scène elle arrivait, j'avais genre peut-être, je crois, 15-16. Pas loin des 17. Mais du coup j'étais vraiment dans l'âge dans lequel ça passait. Et j'étais en mode mais en fait c'est trop bienveillant, tu vois. Genre, à aucun moment t'as l'impression que c'est trash pour être trash ou que c'est juste du cul pour être du cul, tu vois. C'est comme le guide du zizi sexuel de Titeuf. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de la comparaison. Déjà, j'arrive même pas à le prononcer. Et d'ailleurs, en plus, on parlait de cette scène-là. Faut la contextualiser aussi parce que c'est incroyable, je trouve, le truc où t'as les 2 plans. Où tu as du coup Terrence qui découvre sa vie sexuelle et tout avec sa nana. Et en même temps il y a un fight trop vénère à Dreamland. Et du coup t'as une page la scène de cul, une page la bagarre. Et genre c'est trop bien fait, c'est trop classe. C'est tout ce qu'un homme rêve. C'est peut-être pour ça que j'aime Dreamland finalement. Il manquait que la bière. La bagarre, le cul, il manque plus que la bière. Et les grosses bagnoles. Let's go. Oh purée. Alors voilà, j'ai parlé de ça c'est cool. En plus, le tome est trop drôle. Il y a un perso qui est inspiré de Sin Powers qui est trop marrant et qui a un pouvoir trop débile. Où le pouvoir du mec, c'est. Il a le pouvoir du mojo. Et du coup, s'il pense à une meuf avec qui il veut coucher, il se téléporte à un endroit où la meuf est. Ça, c'est vraiment le pouvoir de Vislam de fou. Oh purée. Et il y en a des gens à qui ils aimeraient avoir ce pouvoir. Hein. Beaucoup de youtubeurs, bizarrement. Et c'est pas dans la bonne tranche d'âge. En plus. Oula. Oula. Pente glissante. Et on n'est pas des pingouins. Voilà, et d'ailleurs cet arc-là, je vais revenir dessus après parce que pour moi c'est une masterclass de A à Z cet arc. Autre chose trop bien vraiment dont il faut parler, c'est le concept des tomes de 5 en 5. Absolument. Ouais, alors ça c'est trop cool. En gros, Renaud Lemaire il a dit je pète mon crâne et genre tous les 5 tomes, en fait il réinvente son histoire. Donc le concept c'est que le 5e tome de chaque quart, du coup, non c'est pas un quart. Bah chaque multiple de 5, donc ouais, 5, ouais, 10, 15, 20, machin. Chaque multiple de 5 c'est un tome spécial. Et du coup c'est spécial dans quel sens? Ça peut être soit graphiquement, genre il pète un câble et il décide de changer de style, de travailler genre full pinceau plume, de faire, je sais pas, tester du papier glacé, faire un tome full couleur par exemple. Ouais. Bien. Ou ça peut être aussi, on ne suit pas les persos principaux. Ouais. Donc on change complètement de point de vue sur le monde, on est sur un autre personnage, ou genre le tome 10 et 11 qui est un arc à part entière, dans lequel il n'y a pas les Lucky Stars, genre ils apparaissent pas. C'est vrai ça. Ouais, c'est ça vraiment, et je crois que cet arc là il faisait genre 2 ans je crois, donc ça faisait 2 ans sans les Lucky Stars. Ah oui quand même. Il y a ça, tu as aussi potentiellement un double tome, avec le tome 15, où rien que ça. Genre il pète un câble, il a sorti 2 tomes, qui en plus est juste le meilleur volume de manga ever. Actuellement il n'y a rien qui a surpassé ce tome, qui est trop bien. Le tome 15 en Dreamland, je vous jure, à lui tout seul, il vaut le détour et il faut absolument le lire. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur pourquoi il faut absolument le lire. Et oui. Foncez regarder ma vidéo YouTube sur le premier épisode de Un show 20 personnages en plus. Absolument. Foncez mater cet épisode où j'explique de A à Z pourquoi il faut lire ce tome, mais de toute façon je vais en parler à un moment donné dans ce podcast. Bien entendu. Voilà. Et alors le dernier en date c'était une origin story d'un personnage.
un des persos principaux. Donc du coup, normalement, ça aurait dû être le tome 20, mais c'est devenu le tome 21 parce qu'il y avait des décalages par rapport à la partie. Ok. Mais c'est l'origine story de Savane, qui est l'un des persos principaux. Donc. Est-ce que je l'ai lu? Je sais plus. Je ne sais pas. C'est quel tome là, le dernier? Le dernier, c'est le 20. 22, donc non, tu l'appelles. Moi je l'ai pas lu. 2 tomes de retard. Voilà. Le 23 sont en juillet. Ah ouais. Au cas où. Formidable. Et oui. Donc voilà, les tomes en multi-dessin sont juste trop bien. À lire absolument. De quoi je peux parler? Du dessin de Renaud Le Maire. Oh là là. Mais le dessin de Renaud Le Maire, mon dieu, les gars. C'est une folie furieuse. Genre à chaque planche, il te met une claque dans ta gueule. Il est trop fort. Il a un style bien à lui. Il n'y a personne qui ressemble à ce qu'il fait. Alors vraiment, je suis incapable de te citer un auteur qui fait des trucs qui ressemblent à Dreamland. Genre même moi, c'est ma plus grosse inspi et genre je ressemble pas du tout à Dreamland graphiquement parlant. Non. Je pense que ça se voit que c'est une inspi, mais il y a rien qui ressemble à Dreamland dans mes dessins. Le mec est trop chaud et en plus ce qu'il faut savoir c'est qu'il a remasterisé 3 fois sa série. En fait, la première fois qu'il est sorti entre 2006 et je crois 2010, ces 5 premiers tomes, il avait un style très particulier. C'était moche. Franchement, oui. Voilà, c'était moche. On voit vraiment le glow-up de fou dans son style, c'est pas possible. Moi, ça m'a pas dérangé pour lire, mais j'avoue que maintenant que j'ai lu les remastered, quand je lis mes premiers tomes, qui du coup sont vraiment les versions originales, qui sont plus trouvables maintenant, mais qui sont vraiment ces trucs-là, je suis en mode, ouais, franchement, c'est illisible, frérot, tu comprends pas grand-chose. Et vraiment, ça valait pas le coup de les commencer avec ça. Et du coup, il s'est pris une vague de haine dans la tronche avec cet homme là en mode mais c'est trop moche ton manga et tout, change-le. Du coup il a dit ok, il est parti en pèlerinage genre pendant 2 ans en mode je fais plus rien, en fait c'est moi avec Héros. Il part en pèlerinage, il est en mode je charbonne pendant 2 ans, vous m'entendez plus parler et je reviens. Et il est revenu et il avait level up de zinzin malade mental et il a ressorti ses premiers tomes du coup plus la suite avec son nouveau style et genre une claque dans la gueule quoi, enfin vraiment le mec est trop chaud. Il est fou. C'est un fou furieux. Et là il a ressorti, parce que du coup il y a un animé qui doit arriver, donc on ne sait pas pour quelle année, potentiellement 2025 voire 2026. Et du coup pour l'occasion, Dreamland va arriver chez le marché japonais. Il y a déjà des tomes qui sont sortis au Japon d'ailleurs il y a pas longtemps. Donc Dreamland arrive au Japon. Ça c'est dingue en vrai. Ça c'est une folie furieuse, c'est le premier manga qui sort au Japon, c'est un truc de fou. C'est pas Radiant? Alors Radiant, il y a eu l'animé qui a été fait par les studios japonais je crois. Ah ouais. Mais je crois pas que le tome soit sorti, je peux me tromper, possible, mais je suis pas sûr. Et du coup pour l'occasion il a remasterisé complètement ses premiers tomes pour avoir un style qui colle plus au style japonais. Et genre c'est trop fort en fait, il a remastered ses 10 premiers tomes. Pareil, autre chose incroyable c'est qu'Renaud Le Maire c'est un mec qui est ultra proche de sa communauté. Et qui du coup c'est un mec qui déteste les scalpers. Genre vraiment, les scalpers pour lui c'est la lie de l'humanité. Il se trouve qu'à l'époque où Dreamland était pas encore ultra populaire comme aujourd'hui, il y a eu un collector. Un collector du tome 10. Ouais. Dans lequel il y avait une couverture alternative, un exemplaire du Dreamland magazine, qui est du coup le magazine dans Dreamland. Et là vous l'aviez en physique, c'est un truc fictif mais du coup il sortait en version physique. Ouais. Et un chapitre bonus qui était dispo que dans ce collector. Et du coup, à l'occasion de la ressortie des remastered, il a dit le tome 10 remastered, c'est la version collector. Donc du coup, il a sorti avec la jaquette réversible collector, le chapitre bonus était inclus dedans, et le Dream Mag était inclus dedans. Ce qui fait que pour le prix du Dreamland classique, donc c'était, je crois que c'est à peu près 8€, t'avais le collector. Le seul truc qui manquait, c'était la jaquette en carton dans laquelle tu mettais ton collector. Ouais. Mais sinon, le tome, c'est le collector en lui-même que t'avais dans ton truc. Ça, c'est incroyable. Ce mec est trop fort parce qu'il a dit ça commence à me saouler que mon collector qui à l'époque se vendait 10€ se vend genre entre 150 et 300€ sur le net. Donc je sors un remastered avec tout collector dedans. Du coup, il n'y a aucune raison d'aller chercher le tome chez les scalpers. En fait, c'est juste le roi du monde. Parce que, franchement, moi j'aurais fait tellement pareil. Ouais, mais pareil, franchement, c'est le roi du monde ce mec. C'est dingue quand c'est un peu la différence entre être un vrai artiste et juste là pour l'argent. Ouais. Très clairement, c'est trop ça. Mais ce gars est trop chill. Pour l'avoir vu plusieurs fois en dédicace, c'est une folie. Le gars, il a créé vraiment des disputes à la Japan Expo, à côté de son stand. Déjà, un truc qui me rend toujours fou à chaque fois que j'y vais, c'est que moi, la première fois que j'allais voir Dreamland, Renaud Le Maire en dédicace, je pensais pas que c'était aussi populaire. J'arrive devant le stand, une queue de zinzin, et dédicacé que dans 2 heures, et je tombe en mode, mais quoi
comment ça, il y a une queue pareille. En fait, quand je discute avec les gens, je suis en mode, mais en fait, c'est parce que les gens sont déter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de gens qui disent Dreamland, mais c'est tous des archi gros nerds. De toute façon, c'est pas pour rien, cet épisode il va durer 3h30. C'est tous des archi gros nerds, et du coup, ils sont tous en mode, ils attendent forcément leur dédicace. Et en fait, j'ai su que Renaud Le Maire, il crée des embrouilles à la Japan Expo. Parce que il est en mode, moi, les gens viennent pour me voir en dédicace, je dédicacerai tout le monde. J'en ai rien à foutre. Et du coup, les gens qui font la queue, même si à la fin de la Japan Expo, que des gens viennent les voir en disant faut partir, Renaud Le Maire il est en mode non, il part pas, il attend sa dédicace, il va avoir sa dédicace, donc c'est tout. Et du coup, ça saoule les gens de la Japan Expo. Et souvent, il est en mode, il donne une adresse aux gens en disant ce soir, je vais dans ce bar là, vous venez, vous aurez votre dédicace là. Et du coup, le mec se barre et dédicace les gens là-bas et tout, et il est en mode trop proche de sa communauté, c'est trop fort. Non, mais gros respect au gars. Ah, mais vraiment, c'est un crack, le bien, il vient dédicacer sans claquer de chaussettes. Voilà, est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus sur le personnage? Non, vraiment, il est trop fort. Il est trop fort. Là, il y a eu une triste nouvelle il y a 1 an ou 2, je crois. Et il y a Julien Wenja, qui est un des. Le mec autoproclamé fan numéro 1 de Dreamland, qui est malheureusement parti. Et Renaud Le Maire a fait une stèle en son nom. Pour sa tombe. Une stèle, genre. Il a illustré un dessin qui a été gravé sur sa tombe. C'est juste un crack. En fait. Genre, je sais pas quoi dire. D'ailleurs, c'est super beau. Respect à la famille de Wenja et tout ça. Absolument. J'ai oublié de préciser, mais on leur envoie de la force. Ouais. Et voilà. Et donc du coup, Renaud Le Maire, c'est le crack en fait. Si tu veux que. La légende qu'il pense être. C'est vraiment, c'est la légende qu'il pense être. Ce gars est trop fort. Là, il travaille en plus à côté de Dreamland. Il est au scénario, au storyboard sur un autre bouquin qui s'appelle Freak West que j'ai pas encore lu. Je trouve fortement de lire. C'est un livre ou c'est un manga? C'est un manga. Un manga. Il est juste au scénario, il est pas au dessin. Ok. Avec un autre mec, j'ai oublié son nom. Ouais, j'ai oublié, j'avoue. Google est ton ami. Google est ton ami, tu trouveras. Mais j'ai pas encore lu, voilà. Et pareil, l'artbook. On n'a pas parlé de l'artbook. Oh là là. L'artbook, c'est une dinguerie. L'artbook. Tu l'as toi, je sais plus. Oui. Là, tu l'as aussi. Je l'avais précommandé, je crois, comme toi. Ouais, l'artbook, c'est une folie furieuse. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans Dreamland, qui est un manga qui devait faire moins de 20 tomes. Actuellement, on est 22 au 22e tome. Et Renaud Le Maire nous a dit mais là, c'était que la fin de la partie 1. Et il y a genre 2 parties à Dreamland. Et donc, à peu près au tome 19, on a fini la première partie. Qui aurait dû finir au tome genre 11-12, je crois, un truc comme ça. On est à genre 55% du manga. Ouais, c'est ça, tu vois. Et donc, quand la partie 1 s'est terminée, il a dit je vais sortir un artbook. Donc il va sortir 2 artbooks, un pour chaque partie. Ah ouais. Donc ouais, il a sorti un artbook à la fin de la partie 1. Et en fait, alors déjà, première information, cet artbook, déjà il est énorme. Absolument. Il fait 312 pages, je crois, un truc comme ça. Je crois que tu le fais tomber sur un nourrisson, il meurt direct. Il meurt direct. Il est énormissime. Sachant qu'à la base, il avait eu avec Pika, il avait signé pour faire 200 pages. Il a dit je vais peut-être dépasser un peu sur 250 pages. Pika, il a dit t'inquiète mon ref. Après, il a fait alors, c'est possible hein, que des 250, on soit passé à 275 pages. Et Pika, il a fait c'est pas grave, on augmentera un peu le prix. Il dit ok, mais pas trop. Et Pika, il a dit ok, pas trop, promis. Et après, il est parti voir Pika, il a fait peut-être qu'on est passé à 300 pages. Et Pika, il a dit 300, il a fait 315 pages. 50. Et du coup, Pika, il a fait ok, bon, ça fait un peu chier, mais c'est pas grave, on va réduire la qualité du papier. Et Renaud Le Maire a dit mais si on réduit la qualité du papier, je sors pas l'artbook. Et Pika a dit mais les gens attendent l'artbook. Il a dit oui, c'est une prise d'otage. Et du coup, Pika a fait bon, ok, on va augmenter un peu le prix. Il a dit mais non, j'ai dit 25 euros, 30 euros pour tout le monde, donc ce sera 30 euros pour l'artbook. Et Pika a dit mais si on fait ça, on le vend à perte. Et Renaud Le Maire, il a dit oui. C'est pas mon problème. Et Pika a cédé, genre. Donc vraiment, l'artbook, il s'est vendu, je crois, quasiment au prix de fabrication. Genre, ouais. Je crois qu'il y a peut-être 3 ou 4 euros de plus. Genre, ils se sont fait des bénéfices de 3 ou 4 euros sur chaque tome. C'est l'ultime manipulateur. Mais vraiment. Mais en même temps, c'est parce que je pense que Pika est conscient que Renaud Le Maire, c'est genre l'auteur qui a. Enfin, la communauté de Dreamland, elle est tellement. Derrière son auteur et genre c'était sûr que ça allait être sold out. Mais oui, enfin vraiment, tu vois, genre Renaud Le Maire, je pense que c'est une valeur sûre, ils peuvent lui faire confiance à 100%, il fait ce qu'il veut. Et je pense que c'est une consécration de ton côté, de pouvoir te dire
La maison d'édition me fait tellement confiance, je peux faire ce que je veux, genre vendre un artbook au prix de fabrication, genre, et je fais quand même des sold out. Et la maison d'édition elle est en mode, mais frérot, vas-y, fais-toi plaisir, tu vois, genre c'est une dinguerie de pouvoir se dire ça, je pense. Renaud Lemaire, c'est vraiment c'est un monstre ce mec, genre. Ouais. Puis bon, l'artbook, parlons-en. Il est incroyablement magnifique. Vraiment, il est déjà trop beau. Bon, je l'ai lu qu'une fois, hein, mais ouais. J'avoue que là, ça me donne envie d'aller le revoir. Mais il est genre trop bien. Alors déjà, 2 jaquettes. Une jaquette alternative avec des cases un peu noires, un peu avec stylées. tout le casting en fait. Ouais. Il a mis tout le casting sur la jaquette. Ouais. Et si ce n'est qu'il était juste magnifique, ça serait fou. Mais genre, j'imaginais que c'est encore plus un coût de fabrication de fou de devoir assembler 2 pages ensemble et de les coller de manière à ce que ce soit suffisamment collé pour ne pas décoller quand tu sépares les pages. Ça a été fait à la main. Oh, il a dit en live, en fait, du coup pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle, il y a 2 pages secrètes dans l'artbook. Donc à la toute fin de l'artbook, vous avez 2 pages collées ensemble et il faut aller tout doucement la découper. Et en fait, c'est 2 planches des tomes qui vont arriver après. Enfin, du tome qui sortait juste après. Ouais. Et du coup, c'est des pages collector. Et du coup, en live, Renaud Lemaire a dit oui, j'ai demandé à des gens de le faire à la main avec une colle UU. Vraiment la colle UU. Moi, je pensais pas que c'était ça. Mais bon. Et moi, j'ai pas eu l'audace de. Ah, je pensais que tu l'avais fait. Non, bah j'ai essayé au début. J'ai senti que mes pages commençaient à être fatiguées. J'ai fait non, je vais pas le faire. Pourquoi je dis la merde? C'est pas les derniers tomes, c'est le premier tome, je crois. C'est les 2 premières planches du premier tome. Mais du coup, j'ai pas eu l'audace de le faire, moi. Mais déjà rien que ça, oui, j'avoue que ça, c'est une folie. Et on parle pas non plus du fait que c'est un artbook canon. Littéralement, parce que vous apprenez des trucs dans l'artbook que vous connaissez pas. J'ai pas capté. Bah, en fait, la partie 1 se termine. Et en fait, dans l'artbook, sachant que la partie 2 n'avait pas encore commencé, donc le tome 20 n'était pas encore sorti, on te dit des trucs du genre, bah, entre la partie 1 et la partie 2, tel personnage, il a fait ça maintenant. Ou lui, il a quitté tel groupe. Lui, il a fait ça. Oh, bah, ce personnage, il se prépare à faire la grande guerre. Dans mode, quelle grande guerre? Oh, la grande guerre entre les 2 royaumes qui sont là. Quoi? J'étais pas au courant qu'il y avait ça, et genre en fait, ils t'apprennent des trucs dans l'artbook, en mode, il s'est passé des trucs entre les 2, et fou. Quand tu continues la suite, à aucun moment ces trucs-là sont évoqués. Genre là, moi j'ai mes propres théories sur qui va rejoindre le groupe derrière, parce que j'ai lu l'artbook, et je suis en mode, mais c'est évident que ce personnage va le rejoindre, vu ce qu'il a fait entre la partie 1 et la partie 2. C'est abusé. Sauf qu'on a toujours pas revu ce perso depuis la partie, genre... Ah mais purée, là, tu m'apprends un truc. Oui. Le lore caché comme ça. Mais oui, mais c'est une folie furieuse. Genre, cet artbook, il est dingue. Et en fait, c'est pas que un artbook. C'est pas juste un artbook avec des pages d'illustration. En fait, justement, donc, comme on vient de le dire, l'artbook t'explique des trucs. Et en fait, il est divisé en parties. Donc, c'est chronologique. C'est-à-dire que vous allez avoir, genre, partie 1, bah, l'arc 1. Donc, il va décrire les décors. Donc, il va mettre des affiches avec les décors et tout. Les personnages, donc, dans l'ordre d'apparition. En faisant une description de ces personnages-là. Et il y a des trucs que t'apprends sur les personnages dans l'artbook. Genre d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait maintenant dans Dreamland et tout ça. Et tu l'apprends dans l'artbook, genre. Et il y a tout le casting et dans l'artbook. Genre vraiment, il met tous les persos secondaires sont dedans. C'est trop bien. C'est dingue. Ce mec est trop chaud. Vraiment. Et on parle de personnages, bah faut parler des persos de Dreamland qui sont juste phénoménaux en fait. Exceptionnels. Trop cool. Ouais. Déjà, Terrence, c'est vraiment le protagoniste qu'il pense être. Ouais. Ce mec est trop fort, genre. Pas trop fort. Il est pas trop fort physiquement, mais... trop fort dans son attitude. Dans son attitude et tout, genre il est trop cool, c'est vraiment le... Déjà c'est un perso shonen bizarre parce que c'est pas un grand héros de fou. C'est un lycéen. En fait, je trouve que le seul truc qu'il a en commun avec la plupart des autres shonen, c'est que c'est un perso qui respire l'inspiration. Genre, les gens autour de lui ont tous envie de se donner pour lui. Mais c'est le seul truc qu'il a en commun avec un perso shonen, parce que genre, en vrai, concrètement, il a un pouvoir ultra pété, mais il sait pas s'en servir, il est trop nul. Dès qu'il se bat, lui, il préfère éviter que de se combattre contre des gens. Par moment, c'est quand même un sacré gros loser. Il a tendance à beaucoup plus penser à sa gueule qu'à celle des autres, quand même, mine de rien. C'est carrément un de ses arcs de développement, le fait qu'il pense qu'à sa gueule. Et puis, il y a des objectifs quand même assez perso. Rien qui soit en mode changer le monde ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, globalement, c'est un perso vachement différent du shonen classique. Et je trouve que justement, le perso shonen, c'est Savad en fait. Savad qui est du coup le meilleur pote de Terrence. Ouais. Entre guillemets rival, je sais pas.
Ouais, alors il y a une relation un peu bizarre, c'est pas vraiment son rival parce qu'ils ont pas le même objectif, mais en même temps, on nous fait comprendre que s'il reste avec Terence, il va se tirer dans les pattes lui-même, mais en même temps, il veut pas lâcher Terence parce que c'est son pote. Ouais. C'est un peu entre les deux, quoi. Et du coup, Savane, c'est genre le mec qui se bat que pour la bagarre. Il est genre, la bagarre. Qui a d'ailleurs un pouvoir trop drôle qui est le gars a peur des poissons. Ouais. Du coup, il fait spawn des poissons. Il a une collection de Pokémon poissons. Ouais, parce que on l'a même pas évoqué, mais en fait, quand tu gagnes un pouvoir dans Dreamland, quand tu deviens. Au début dans Ah ouais mon truc. Mais en fait, se disait trop bien. Il faut vaincre sa phobie du coup pour Exactement. obtenir ce pouvoir. Donc il a peur des poissons, son pouvoir c'est des poissons. Le mec il a peur du feu, son pouvoir c'est du feu. Et d'ailleurs justement un truc que j'adore dans ce merde des pouvoirs, c'est que t'apprends des phobies. déjà t'apprends des phobies, ouais. Mais surtout j'aime beaucoup le concept qui est que par exemple la peur du feu. Il y a plein de gens qui ont peur du feu. Ouais. Donc comment tu fais pour rendre ton système de pouvoir intéressant quand tout le monde a le même pouvoir? Tu fais que chacun peut utiliser son pouvoir que d'une certaine manière. Et en fait, ça agit selon la manière dont tu as acquis ton pouvoir. C'est-à-dire que par exemple, je vais essayer de trouver un exemple qui est dans le manga pour que tu comprennes bien. Bon, Terence, c'est compliqué parce qu'on connaît pas trop le concept. Moi, j'ai l'exemple de la balançoire. Du mec qui tombe et du coup, il a vaincu sa peur de la balançoire en tombant, je crois. Ouais, c'est ça. Du coup, il gagne ce pouvoir. Du coup, il se sauve avec une balançoire. C'est ça. En fait, il fait spawn une balançoire et ça peut se tenir. Mais par exemple, en restant sur le feu, admettons, tu as peur du feu parce que tu as vu quelqu'un brûler devant toi. Du coup, ton pouvoir, c'est de brûler des gens. Par contre, si tu as eu peur du feu parce que tu as vécu une situation où tu as été entouré du feu, ton pouvoir, c'est par exemple de te brûler tout seul. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, moi je pensais que tu voulais dire que on gagne ce pouvoir de la manière dont de l'espace qui se passe dans Dreamland quand on arrive à vaincre cette phobie. Donc moi je me suis dit, si le mec il tombe, sa manière d'obtenir son pouvoir c'est quand je tombe, je peux faire spawn une balançoire comme je veux. Ah ouais, non, c'est encore différent. C'est différent du coup. L'idée c'est plus que selon le contexte dans lequel tu as acquis ton pouvoir, tu vas pas l'utiliser de la même manière. Tu vois? La manière dont tu as acquis cette phobie plutôt, non? Cette phobie. Voilà. Donc ça va varier selon ce genre de choses. Et je trouve ça super intéressant parce que du coup ça apporte encore du concept derrière et du travail de justement comment on visionne les peurs. C'est-à-dire que les peurs la psyché des gens. Les peurs ne viennent pas du même contexte. Tu vois, enfin genre par exemple, tu vois, je sais pas. Moi j'ai une vraie phobie. J'en parle souvent à des gens. Je suis autonomatophobe. C'est-à-dire que j'ai une peur bleue de tout ce qui est automate, les animatroniques, ce genre de choses. Poupées, etc. Voilà, poupées, etc. Et en fait, cette phobie, elle vient de quand j'étais tout petit, où mon père m'a emmené à une expo, et en fait, à la fin de l'expo, il y avait... Me demande pas pourquoi ils ont fait ça, c'est des gens fous. Ouais. Il y avait une représentation de la chaise électrique d'un mec, il se faisait électrifier, et ils ont mis un mannequin. Et du coup, en fait, genre, quand t'es gosse, j'avais genre 6 ans, et tu vois un animatronique se faire électrocuter, t'as pas la notion de humain ou non. Oui. Du coup, ça m'a terrifié, et genre, vraiment, je suis parti en trauma. Et je me dis, peut-être que si quelqu'un a la même phobie que moi, mais la vit d'une autre manière, et dans Dreamland, on n'aura pas la même fonction, enfin pas la même chose, tu vois. Je sais pas, admettons moi, je vais peut-être pouvoir te contrôler, parce que j'ai eu peur d'un truc qui ressemble à ça, alors qu'un mec qui a peut-être eu peur de ça en faisant un parc d'attraction, par exemple, peut-être que c'est l'inverse, il pourrait peut-être faire spawn des trucs, j'en sais rien, tu vois. Et c'est trop intéressant comme concept. Ouais, carrément. D'avoir tout ce délire un peu... chacun a ses peurs. Et en plus, il allait très loin dans ce truc-là, comme par exemple, il y a un personnage qui a la peur du noir. Oui. La peur du noir en général. L'obscurité. Et son pouvoir, c'est de bloquer les sons. Donc t'es en mode, ça n'a aucun sens, tu vois. Pourquoi t'as peur du noir, mais c'est les sons que tu bloques? Parce qu'en fait, elle est aveugle dans la vraie vie. Et du coup, elle se base sur le son. Et en fait, ce qui lui fait peur, c'est pas le noir. C'est de pas savoir ce qui fait du bruit autour d'elle. Et donc son pouvoir, c'est de bloquer le bruit. Tu vois, ça peut partir très loin, ce concept. Genre, j'aime beaucoup ce délire-là de... Vraiment partir sur des concepts très perchés comme ça. Et toi qui l'as vu plusieurs fois, Renaud Le Maire, est-ce que tu lui en as déjà parlé de cette phobie? Non, mais en fait le problème c'est que moi quand je le... ça c'est un truc qui est extrêmement chiant, c'est que Renaud Le Maire, il passe pas dans le nord de la France, il passe en dessous de Paris. Et en fait à Japan Expo t'as pas le temps de parler quoi, genre vraiment... Puis en plus Renaud Le Maire il dédicace super vite quoi, le gars ça lui prend 30 secondes à dédicacer. Donc, ah ouais, je pensais pas. Il est trop rapide mec, ça prend moins de 5 minutes pour faire un dessin. Et t'as quasiment pas le temps de parler. Et j'aimerais bien en vrai un soir quand il fait ses soirées dans les bars le voir et parler de ce genre de trucs. En plus moi j'aime trop. Et en même temps je me dis ça ferait un peu le gros nerd en mode hey, j'adore ce que tu fais, faudrait qu'on parle plus de ce que tu fais, et ça me gênerait trop. Ça me gênerait trop de fou.
Oui, après je pense que il est quand même ouvert à ça. Ouais, je pense. Il doit être habitué à ce que les gens veulent parler de ce qu'il fasse. Oui, c'est clair. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce concept de pouvoir vraiment jouer avec les pouvoirs des gens et taper des délires. Et puis le système de pouvoir est trop intéressant dans Dreamland, genre il y a trop d'idées de fou. Je pense notamment à ce fameux volume 15, où du coup le volume 15 c'est une guerre sur 300 pages. Mais une vraie guerre, c'est pas la guerre ninja, c'est pas la guerre ninja, il y a des morts de partout, il y a plein de persos ultra importants qui crèvent dans ce top. T'es en mode... Et en plus ils crèvent vraiment random, genre sur une case, dans le fond d'une case, en mode... Il est là depuis 30 pages, il est là, il casse la gueule des gens, puis paf, il est mort tout de suite. Allez. Et ben oui, il faut pour plus de détails aller voir la vidéo sur Grissom. Effectivement, et vous allez adorer. Grissom la légende. Et du coup dans ce tome là, Renaud Le Maire introduit un personnage. Et je crois que c'est le moment où je me suis dit, mais en fait, ce gars, il a trop d'idées de malade. Dans le tome 15, il y a un passage où les personnages doivent passer par 4 portes différentes pour accéder à un certain point. Comme ils ne savent pas laquelle emprunter, ils décident tous de prendre une des portes et vont rencontrer, en fait, c'est un peu les 4 gardiens d'un temple qu'ils recherchent. Et il y a un de ces gardiens qui, en gros, est un personnage qui a été volontairement placé ici par les seigneurs de Dreamland. Ils lui ont imposé un sceau qui le bloque à cet endroit, parce qu'il est tellement fumé que s'il sort de l'endroit où il est, il risque de détruire l'existence même de Dreamland, genre. Parce qu'en fait, c'est un enfant autiste. Et l'idée, c'est que comme les autistes sont constamment entre la réalité et le rêve, entre guillemets, lui, il est à la fois dans le monde réel et dans Dreamland. Sauf que comme c'est un enfant qui est instable, entre guillemets, il risque de nuire à Dreamland. Et en fait, il a tous les pouvoirs du fait de son instabilité. Il a tous les pouvoirs dans Dreamland parce que comme il n'arrive pas à faire la différence entre les deux, bah du coup, il fait ce qu'il veut dans Dreamland. Parce qu'en fait, justement, le concept c'est que dans Dreamland, les rêveurs, donc les personnes qui ne sont pas voyageurs, qui ne sont pas conscients que Dreamland existe, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vraiment ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si t'es rêveur, bah t'es en mode je fais un Kamehameha, hop, je fais un Kamehameha. Alors tu vois, c'est normal. Mais comme lui, il n'est pas conscient d'être voyageur, mais en même temps il est dans les deux en même temps. Enfin tu vois, il est dans un contexte, il a un contexte très particulier. Bah du coup, c'est un personnage qui fait les deux choses en même temps. Et en fait, il est ultra dangereux parce que du coup, bah il y a vraiment un plan où il prend une poupée, il a acheté de la poupée, le personnage en face de lui, il a plus de tête. C'est trop fort. Vraiment. Et c'est là où j'ai compris la richesse de son univers en fait. J'aurais jamais pensé à un personnage pareil dans un univers comme Dreamland, tu vois. C'est vrai que c'est fou parce que tu dis déjà, le contexte du monde est intéressant parce que c'est vraiment le monde des rêves, donc le monde de l'inconscient et du subconscient et de tout. Comment ton esprit réagit quand il n'est plus actif dans ce monde où il est constamment stimulé par les sens en fait. Donc la vue, le toucher, l'odorat, etc. Quand tu dors, tu n'es plus conscient de tout ça, et il n'y a que ton esprit qui fonctionne. Donc là, c'est bien de voir le rapport qu'a un autiste qui peut être vraiment dans les deux mondes en même temps. C'est intéressant, et j'avais oublié ce passage parce que je me rappelais pas qu'il y avait un personnage autiste comme ça. Mais je me dis, il y a tellement de possibilités, de conditions mentales qui pourraient être explorées. Je pense que ça va être travaillé avec un certain personnage. Je pense. Toro Picana, ouais. J'allais venir juste après, justement. Ouais. Je pense que. On en avait déjà discuté et je pense qu'on a un peu la même théorie. Mais là où je voulais en venir, c'est que Renaud Le Maire, il est très impliqué dans son univers, tellement impliqué qu'il est renseigné un peu sur les conditions mentales qui peuvent exister. Je sais pas pourquoi, je pense notamment au fait qu'il y a un personnage, c'est littéralement Carl Jung, qui était un philosophe qui a beaucoup étudié les rêves et le subconscient, etc. Et tu te dis, mais ce personnage, c'est c'est une vraie personnalité du monde qui vit dans Dreamland parce qu'il est mort et il a appris à contrôler son esprit pour pouvoir vivre dans le monde des rêves. Non, c'est pas ça. Ça a été, au début on pensait que c'était ça, mais ça a été retcon il y a pas longtemps. Où en fait, tu sais l'espèce de gros truc qu'il a sur le cou. Oui. En fait, c'est ce qu'on appelle une clé des songes. Donc dans Dreamland, c'est des artefacts qui ont des super pouvoirs. Et cette clé des songes, elle rend immortelle l'âme de la personne qui la possède. Ok. Donc ça a été au début les gens avaient cette théorie, mais en fait ça a été retcon du coup par ce truc là. Ok, ça marche. Mais en vrai ça reste quand même cohérent avec le délire du personnage. Et surtout vis-à-vis de son objectif, vu que Carl Jung veut cartographier Dreamland. Donc avoir une totale représentation du monde des rêves. Ouais. Donc je trouve que c'est très intéressant de pouvoir explorer les différentes conditions mentales que le monde réel a. Genre il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes mentaux tels que la bipolarité, la schizophrénie,
Donc ça pourrait être des sujets très intéressants, mais je pense un peu techniques à représenter. Et je pense que la meilleure personne pour le faire, c'est René Lemaire. Ouais, clairement. C'est vrai que ça c'est fou aussi. Je me rends compte pendant qu'on en parle, j'ai jamais fait le lien, mais Dreamland, c'est vraiment unique au point où même les thèmes de Dreamland sont ultra originaux. Genre, il n'y a pas de manga qui aborde les thèmes de la psychologie à ce point-là. Et Dreamland, il touche beaucoup, je trouve. Monster, je sais pas si c'est... Ouais, mais Monster, c'est plus les concepts genre psychopathie, ce genre de trucs, tu vois. Là, au Dreamland, on est sur des trucs un peu plus... Bah déjà, il y a l'autisme, tu vois. Bon, ça reste léger parce que c'est un petit arc, mais c'est quand même là. Les phobies en elles-mêmes, oui. Je trouve que c'est super intéressant. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai autant aimé Dreamland, parce que, étant quelqu'un de phobique, personnellement déjà, je suis affecté par ce truc-là. Et moi, pour le coup, ma phobie, c'est à la fois un truc dont je suis fier, parce que bah, c'est bien de pouvoir en parler, oui. tu vois, je trouve. Mais en même temps, un truc dont je suis un peu aussi honteux, parce que c'est vraiment une phobie de merde. mais ça fait rire les gens. Mais faut dire que c'est pas commun. Quoi. C'est pas commun, c'est une phobie assez rare. Mais ça existe. Mais ça existe. Et voilà, et du coup, forcément, j'étais affecté par ça. Puis surtout, bah, ça englobe plein de sujets autour de la psychologie des gens, de comment on aborde le concept de la peur et le concept de plein de choses. Et du coup, il y a notamment le perso dont j'avais parlé qui s'appelle Toro Pikana, qui est un des persos les plus appréciés du manga, qui est un personnage très très mystérieux. C'est un peu le Shanks du manga, qui est un perso qui est ultra fumé. En fait, tout le long du manga, on apprend que ce gars est une légende, mais il est pas au courant d'être une légende. Déjà, ça c'est bizarre. Alors que tout le monde parle de lui en mode mais t'es genre le Toro Pikana, genre t'es le mec. Et ça c'est super bizarre, c'est un gars qui a des réactions ultra cheloues, il est un peu bipolaire, il a des petits trous d'amnésie et tout. Et en fait dans la fiche perso, quand on lit le manga, il y a des fiches personnages qui expliquent un peu d'où viennent les personnages, qui ils sont, etc. Et Toro Pikana dans sa fiche perso, il a des trucs du genre il aime pas Benny l'infirmier, il aime pas les médicaments, il aime pas les blouses blanches, donc t'es en mode ok c'est un mec potentiellement dans les hôpitaux et tout. Bien sûr. Du coup, il y a des théories comme quoi ce serait un amnésique, des théories comme quoi ce serait un schizophrène. Et du coup, c'est super intéressant. Et je pense que quand il va nous révéler, quand il y aura l'arc Toro Pikana, je pense qu'il va retourner à l'internet, ce gars, ça va être juste une dinguerie. Ouais. Mais c'est trop bien, tu vois. Et genre, ce passage-là, par exemple, il est immortel, on sait pas pourquoi. Genre, il y a vraiment un passage où il se fait buter, il revient. Du coup, comment c'est possible, tu vois. J'avoue que ouais, c'est compliqué. Ma théorie perso, c'est que comme il est schizophrène, bah du coup, il sait pas qu'il est mort, donc du coup, il revient constamment de par son problème mental. Ouais. Comme le fait qu'il ait tous les pouvoirs, par exemple. Enfin, non, je te dis de la merde, c'est pas vrai qu'il a tous les pouvoirs, c'est un personnage qui copie ce mec. Mais du coup, il a copié aussi ses pouvoirs, du coup, en vrai, il a tous les pouvoirs, donc du coup, c'est super bizarre, du coup, Bah voilà. C'est ce genre de questions que j'ai là. Maintenant, en t'en parlant, c'est les questions que vous avez tout le temps les Dreamland. Tout le temps des trucs comme ça où t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette folie? Ouais, c'est fou. C'est trop dingue, c'est trop dingue. Et c'est français, messieurs dames. Et c'est français, messieurs dames. J'ai pas parlé du coup, j'ai dit qu'on devait en parler. L'arc du Royaume des Chats, qui est le moment où je suis devenu fan de Dreamland, je pense. Avant, j'aimais bien. Ouais. Mais l'arc du Royaume des Chats, c'est l'arc où je me suis dit mais c'est une folie furieuse. Cet arc a tout. Il dure genre 3 tomes. C'est le premier arc long de Dreamland. Et t'as encore des souvenirs de l'arc du Royaume des Chats ou pas, vaguement? Oui, vaguement, je crois que je me rappelle surtout de la fin. Ouais, ok, qui est très cool. Qui est un truc dont on peut parler aussi. Ouais. Du coup, en fait, l'arc du Royaume des Chats, si vous voulez, c'est un arc un peu particulier dans Dreamland. C'est la première fois qu'il y a un vrai enjeu dans Dreamland. Parce qu'avant, c'était des petits arcs de cons avec juste. Enfin, il y avait des enjeux du genre, j'ai pas envie de mourir. Parce que dans Dreamland, si vous mourrez, vous redevenez un rêveur et donc vous avez oublié avoir été dans Dreamland. C'est pas la mort, mais c'est un peu chiant quand même, quoi. On aime bien garder ses souvenirs. Bah, c'est sûr. Mais du coup, ces enjeux, c'est j'ai pas envie de mourir. Alors que là, dans l'arc du Royaume des Chats, le vrai enjeu, c'est qu'en fait, il y a un mec qui se pointe, qui est Attila, et qui est genre, je pense, un de mes antagonistes all time, qui est genre, c'est trop fort, Attila, il déchire tout. Et en fait, ce mec, son objectif, c'est juste, c'est un espèce d'artiste, et il est en mode, mon art, c'est la destruction, et je veux créer l'œuvre d'art la plus monumentale du monde. Et donc, il se pointe au Royaume des Chats, qui est un royaume légendaire dans Dreamland, où il y a. En fait, tous les demi-nuits, je crois, il y a le dieu chat qui descend au royaume et qui porte chance aux gens du royaume. Et du coup, c'est un peu un espèce d'événement, genre dans Dreamland, tout le monde se rejoint au royaume des chats pour venir le célébrer et tout. Et du coup, Attila dit mon œuvre d'art, ce sera de tuer le dieu chat pendant la cérémonie pour du coup créer mon œuvre ultime. Et donc, les Lucky Stars, l'équipe principale, va l'empêcher de faire ça.
Très intéressant d'ailleurs, ils le font pas par sympathie ou par héroïsme, mais parce que ils se sont mis d'accord avec le roi des chats qui a un moyen de trouver Denia, et du coup ils vont lui dire si tu nous trouves un moyen de trouver Denia, on va casser la gueule à Attila. Autre chose qui est trop cool vis-à-vis du shonen, c'est que d'habitude les personnages sont en mode je vais sauver tout le monde parce que je suis trop gentil. Là c'est je vais sauver tout le monde parce que si je le fais pas, bah je peux pas avoir mon objectif, et donc du coup c'est donnant. Ouais. Très cool aussi je trouve. Et donc le gros enjeu c'est éviter que Dreamland parte en couille parce que Attila va cramer un dieu littéralement, ce qui est plutôt vénère. Ouais. Donc ça c'est le concept, le speech de l'arc, et pourquoi il est aussi bien. Bah déjà parce que les personnages, c'est trop cool. Tous les persos ont un petit développement dans leur coin. On apprend plus sur Terence qui du coup va devoir se faire tatouer pour passer un certain point de l'histoire, et ça c'est trop cool aussi, c'est un perso tatoué. Et il y a vraiment un petit passage de tatouage, et ça se voit qu'il est amoureux de ça. Je pense que s'il n'était pas dessinateur, il serait tatoueur, en vrai. Ça me choquerait pas. Déjà il en a beaucoup de tatouages, et sa sœur est tatoueuse. Ah ouais. Sa sœur est tatoueuse à Montpellier, et d'ailleurs elle fait beaucoup de tatouages du monde. T'as jamais pensé à te faire tatouer par elle? Si un jour je vais à Montpellier, c'est sûr que j'y vais. Ça marche. Ça me paraît juste évident. Donc voilà. Et en plus, le tatouage est très cool parce que le concept est trop bien. Tu te rappelles un peu du concept du tatouage ou pas? Je crois que c'est pas une carte. Non, c'est une porte. En fait, le délire, oui, c'est que la personne qui tatoue, c'est un lord. Et en gros, ce lord-là, donc les lords, en gros, c'est les sergents du royaume des chats. Et du coup, il a tatoué toutes les plus grandes légendes de Dreamland. Donc, si tu fais tatouer par lui, tu sais que t'es voué à faire des grandes choses. Ouais. Et en fait, le concept, c'est qu'il fait que des pièces uniques où le tatouage révèle, en gros, ce qu'il y a au plus profond de toi. Donc, c'est un peu obscur dit comme ça. En gros, l'idée, c'est par exemple, t'es quelqu'un qui est toujours dans la haine, et ben il va tatouer ton cœur, et en fait, le tatouage dans ton cœur, il révèle d'où vient ta haine, par exemple, tu vois. Ouais. Et du coup, le gros secret de Terence, c'est quoi son pouvoir. En fait, on sait toujours pas c'est quoi le pouvoir de Terence. On n'a aucune idée de ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un des pouvoirs les plus puissants du Royaume du Feu. Je me rappelle plus, est-ce qu'on le sait maintenant dans les tomes présents? Non, mais l'arc actuel, ça va le révéler. Ok. C'est sûr, certain, parce que c'est l'arc du Royaume du Feu, donc... bah voilà. Évidemment, c'est sûr. Et même s'il y a des théories, enfin, on commence à comprendre des trucs. Ok. Et du coup, il va tatouer le dos de Dreamland. Donc déjà, là, tu vois, ça c'est bien parce que c'est l'arc des révélations. T'apprends plein de trucs et tout. Et du coup, le tatouage de Terence, c'est trop cool parce que c'est une porte. Et en fait, quand tu ouvres la porte, tu te retrouves à l'intérieur de Terence. Donc ça, c'est trop cool. Il y a l'arc de rédemption de Savan, où Savan, qui est le perso trop badass, qui casse des gueules, il commence à être un peu en PLS, et du coup, t'es en mode, ouais, c'est quand même vénère. Il y a le retour de Jimmy, qui est un des persos les plus cool de Dreamland, qui est trop stylé, qui est littéralement un camionneur. Ça me fait beaucoup rire. C'est un camionneur, le gars, il a un pouvoir trop cool. C'est en fait comme il est phobique des chats, et il a un pouvoir qui est que quand il meurt, il a une queue qui le pousse, et du coup il a 9 vies, et en fait à chaque fois qu'il meurt, il chope une queue en plus, et donc à la 9ème queue, ce sera sa dernière vie, et du coup potentiellement il crève définitivement en Dreamland. Et le pouvoir est trop stylé, je trouve ça trop cool. Bah ouais. Voilà, et du coup il y a Attila qui est du coup antagoniste de malade et qui a un charisme de baiser. Trop classe ce mec. Et surtout, qui est genre vraiment, quand il vient, il pose une ambiance. Le mec, sa première apparition, c'est je chope le guerrier le plus fort du royaume des chats, je lui casse la gueule, je le lance à des kilomètres de là où je suis, pour qu'il atterrisse pile dans la salle du trône, avec un message dessus qui dit demain soir je viens, je brûle votre dieu. Est-ce que c'est pas une des entrées les plus vénères du monde du shonen? C'est trop stylé. C'est de ça que je me rappelais. Ouais, mais c'est pas la fin du coup. Du coup, c'est pas la fin, c'est vraiment le début de l'arc, où il balance le chat et il le fracasse. C'est trop stylé. Absolument. Et clairement, l'arc, c'est concrètement tout le long de l'arc, c'est on veut pas buter Attila, on veut le retarder parce qu'on sait qu'on pourra pas le buter. Ce mec est trop fort en fait, ce mec est trop chaud. Du coup, faut lever ski. Et tout le monde se tape contre lui, et Attila il casse les gueules à tout le monde et il débarque. Et c'est trop marrant parce que la fin, c'est vraiment Attila qui est sur le point de cramer du chat et tout le monde en mode on va tous crever. Et c'est Saba, le personnage débile de l'univers, qui tombe au-dessus de lui. Et en fait, Saba il a un pinceau qui lui permet de faire un peu ce qu'il veut. Et en fait, le pinceau il tombe sur sa gueule et il est inifugé. Et du coup, il peut pas faire de flamme. Et du coup, il abandonne avec son seum. Mais alors, du coup, c'est très drôle déjà. Le contexte est très drôle parce que ils ont battu le méchant parce que le gros débilos de la bande il est tombé du ciel avec un pinceau magique. Ça me tue de rire d'avoir une fin d'arc comme ça. C'est fou. Tout ce que j'aime beaucoup, c'est que on n'est pas.
cet arc-là, il m'a prouvé que on pouvait faire des mangas sans avoir ce délire de faut toujours que le perso principal win. Déjà, ça c'est bien. Le perso il win pas. Et surtout, c'est pas. En fait, quand ils finissent un combat, c'est pas avec des level up magiques sortis du cul. Genre, ah, le pouvoir de l'amitié! Ah, je me transforme en Super Saiyan! Je vais être encore plus fort, je vais te casser la gueule! Non, non, frérot, Terrence, il s'est fait latter le cul. Terrence, il était par terre en PLS, il s'est fait enculer par Attila. Mais il y a juste eu de la chatte parce que Saba est tombé et genre, il est bien à l'envers et du coup, il repart. Ouais, qui est sûrement le perso le plus chanceux de tous les moments. Ouais, mais il est trop cool, ce mec. Il est trop cool, Saba. Et genre, j'adore ce contexte-là. Le fait que, dans Dreamland, on est sur quelque chose de réaliste. C'est pas parce que t'es le perso principal que tu vas gagner. Ouais. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est sûr. J'aime beaucoup ce truc-là aussi. D'ailleurs, Terrence, la plupart du temps, c'est pas lui qui tape contre les boss dans les arcs. C'est très rare qu'il tape contre un boss. Bah, en vrai, il y a eu que 2-3 gros arcs depuis, mais à chaque fois qu'il y avait les gros arcs, Terrence, c'était pas contre les boss. Les boss, c'était Savate qui se les tapait, tu vois. Pour le coup. D'où le fait que ce soit, comme tu disais, le perso shonen. Ouais, le gros bagarreur. Ouais. Voilà, pour les persos, c'est trop bien. Les dessins, j'en ai parlé. Renaud Le Maire est juste un crack. Crackitoman. Faut lire Dreamland, faut mater l'animé quand il sortir. D'ailleurs, l'animé, c'est super cool parce que Renaud Le Maire est derrière l'animé. Il supervise le truc. Ça, c'est bien. Ça, c'est super bien. Et surtout, Renaud Le Maire a dit qu'il veut pas que l'animé soit une adaptation. Il veut que ce soit un complément du manga. Oh. Dans le sens où ça ne va pas, quasiment pas être la même histoire. Oh. Il va modifier pas mal de trucs. Et en fait, il va réadapter à l'animation. Donc c'est-à-dire que si vous mettez l'animé, vous aurez pas le même support que le manga. Ok, Scott Pilgrim. Ça va un peu être ça. Clairement ça. Et en gros, il a dit que il allait faire pas mal de modifs. Le truc qui me fait peur, c'est vis-à-vis de justement Saba, où je vais être un peu déçu parce que ça va être pour la télé, enfin la télé, pour du le coup, streaming et tout. Du coup, en fait, Saba c'est un addict à la bœuf, il fume énormément. Du coup, il faut qu'il trouve une autre addiction parce que la bœuf, c'est pas très important, mais il y a pas mal de passages du manga qui sont basés sur le fait que Saba ait fumé un truc ou qui recherche quelque chose par rapport à la fume pour démarrer les arcs ou les faire win. Donc du coup, j'espère qu'il a trouvé un truc intéressant parce que sinon ça va un peu ruiner le truc. Saba, mine de rien, c'est un des persos de Dreamland qui est le plus important. Malgré lui. Ouais, voilà, c'est ça. Il les sent vraiment le vouloir. Ouais. Parce qu'il trouve littéralement un artefact ultra fumé qui est le pinceau. Ouais. Genre par hasard. Par hasard. Mais déjà, moi j'adore le fait que Saba, ce soit un perso qui soit en mode. C'est le gars, il est conscient que Dreamland existe, mais il a pas de phobie. En fait, le gars n'a pas peur de quelque chose. Juste, il se défonce tellement la gueule à la drogue qu'il a pris conscience de lui-même de Dreamland à force d'être défoncé dans ce monde. Mais déjà rien que ça, si tu peux pas mettre le perso drogué dans l'animé, comment tu vas justifier ce truc-là, tu vois? Non, là, Ouais. Si le concept même du personnage, c'est il s'est tellement défoncé que c'est la seule personne dans le monde entier à avoir pris conscience de Dreamland sans avoir combattu sa peur. Enfin, vraiment, tu vois. Ouais. J'avoue que Va falloir m'expliquer comment tu vas justifier ce truc-là. Du coup, est-ce que Snoop Dogg, il est dans Dreamland? Moi, je pense que oui. Hein. Il est constamment dans Dreamland. Moi, je pense que Snoop Dogg est constamment dans Dreamland, hein, tu vois. Mais j'adore ce personnage, il est trop cool. Et d'ailleurs, il y a un peu son opposé avec Sonic. Pas le hérisson. Pas le hérisson. Mais du coup, il y a un personnage qui s'appelle Sonic. Et du coup, le concept, lui, c'est tout la base de Saba, c'est que il est dans Dreamland parce que il a peur de rien. Et je sais plus comment c'est contextualisé. Comment il est devenu rêveur. Je crois que justement, le fait qu'il ait peur de rien, ça l'a fait retrouver dans Dreamland parce qu'il avait peur d'avoir peur ou un truc comme ça, genre. Je sais plus comment c'est tourné. Je sais plus quel perso c'est en vrai. Il est un peu secondaire, il apparaît dans l'arc où il y en a 1 milliard là, pendant 10 et 11. Ouais. Et il est trop badass parce que lui, il a peur de rien, il a pas peur de la douleur. Enfin, genre, en fait, il ressent pas la douleur. Et d'ailleurs, dans un spin-off que Renaud Le Maire a fait, un petit spin-off qui s'appelle Tokyo, je sais plus quoi, Tokyo Trip, je crois, Tokyo Trip. On en apprend plus sur son origin story et c'est trop badass. En fait, le mec, il est parti au royaume des titans. Et en fait, l'ancien seigneur des titans, il est mort. Et du coup, il cherchait un successeur. En fait, le successeur du royaume des titans, c'est le mec qui arrivera à briser un rocher immense dans lequel il y a un bracelet. Et si tu arrives à péter le rocher pour choper le bracelet, tu deviens le nouveau roi des titans.
Et Sonic il s'est pointé là-bas, il a essayé de taper le rocher, il s'est pété la main, mais genre il a perdu la main. Parce qu'en fait la puissance du rocher, en gros le rocher te remet un coup derrière si t'as pas réussi à le péter, il te remet la même puissance de coup. Donc le gars se fait péter la première main, il fait la queue avec une main en moins, il tape avec sa deuxième main, il perd sa deuxième main, il est en mode j'y retourne c'est pas grave, et il veut mettre un coup de boule au rocher, et là il y a un autre titan qui tabasse le truc, qui explose le rocher avec lui, et il est en mode frérot je te respecte, t'étais prêt à te buter pour choper le bracelet, je te donne le bracelet. C'est trop stylé, c'est trop stylé. Il y a littéralement le roi des titans qui lui a dit tiens, je te respecte frérot, amuse-toi. Incroyable. C'est trop stylé. Et ce genre d'histoire, il y en a 1 milliard à l'appel dans Dreamland, j'adore. C'est pour ça que c'est tellement une inspi pour héros en fait. Genre, il peut se passer n'importe quoi. N'importe quand, n'importe où. C'est trop bien. Exactement. Je comprends vraiment que tu as été inspiré parce que toi t'as tellement une imagination débordante que tu as envie de faire un monde en totale expansion constante. Ouais. C'est fou. C'est trop cool. Il se passe tellement de trucs. Enfin, genre, j'aime trop le fait que tu lises des spin-offs et il se passe des dingueries à côté. Genre, il y a plein de gens qui ont gueulé par rapport au fait que le tome 10 et 11, il n'y avait pas les Lucky Stars. Et moi, j'étais en mode, mais c'est trop cool. Genre, je découvre plein de persos qui ont tous leur origin story, leur raison d'être là. Et j'étais en mode, mais en fait, je veux voir lui gagner, tu vois. Et genre, je suis incapable de te dire si j'ai un perso préféré dans Dreamland. Genre, Attila, c'est un perso que j'adore parce que c'est un méchant, il est trop classe. Je ne saurais pas dire si c'est vraiment mon perso préféré en vrai, tu vois. Il y a tellement de persos trop cool qui ont tous des histoires trop intéressantes et plein de trucs à raconter. Alors c'est trop bien, tu vois. Ouais. Et je pense déjà au groupe les Meteors, qui sont du coup l'espèce d'Akatsuki de Dreamland, qui sont un groupe de voyageurs qui veulent prendre le contrôle de Dreamland et qui ont tous genre leur raison d'être dedans et étant en mode, en fait, il y en a certains, ils sont mais full premier degré, genre je les comprends dedans, tu vois. Alors qu'en fait c'était trop du cul, mais genre c'est trop cool de suivre leur histoire, tu vois. Et puis rien que le fait que Dreamland il ait du vécu de fou, par exemple, j'adore le concept que Dreamland évolue avec le temps moderne. Et les phobies, en fait, il y a un concept de seigneurs cauchemars qui sont les plus grands cauchemars de Dreamland, je crois qu'il y en a 6. Donc vous avez la peur de l'obscurité, la peur du feu, la peur de l'eau, la peur du tonnerre, la peur des araignées, la peur des serpents. Je crois que j'ai fait le tour. Donc du coup ces 6 seigneurs là c'est un peu les seigneurs primordiaux et en gros c'est les 6 peurs les plus répandues dans le monde. Ouais, bah oui. Tu vois, et donc du coup comme c'est les peurs les plus répandues dans le monde, c'est aussi dans Dreamland les seigneurs les plus puissants. Parce que c'est chez eux que les gens font plus de cauchemars. Et du coup ces seigneurs primordiaux là c'est les seigneurs primordiaux de l'époque actuelle. Mais en fait il y a dans cet arc là où t'as le tome 10 et 11, tu apprends qu'il y avait d'autres seigneurs primordiaux à l'époque. Sauf que comme le temps a changé, ils sont plus du tout aussi puissants. Et par exemple t'as le seigneur de la peste qui en fait n'est plus du tout actif parce que la peste c'est une maladie qui n'existe quasiment plus. Bah ouais. Et du coup plus personne n'a peur de ça, ce qui fait que ce seigneur là il est retombé dans l'oubli, et on l'a foutu dans une vie à l'île dans laquelle il n'a plus de royaume et où il est genre laissé à l'abandon. Et en fait t'apprends qu'il est super puissant le mec, genre il peut tuer des mecs en 2-2, mais juste sa peur elle est tellement oubliée qu'il n'y a plus de rêveurs pour en avoir peur, ce qui fait que son royaume il a disparu avec lui. Ce concept là est incroyable. Bah, vraiment. Le concept est trop cool. Ça veut dire dans 20 ans, j'en sais rien, il n'y a plus de serpent sur Terre. L'espèce a disparu. Le seigneur primordial du serpent, il est plus là et c'est remplacé par le seigneur des aliens. Tu vois, mais genre c'est trop bien, c'est trop bien, le concept est trop cool. J'adore cette idée. Bah ouais, mais justement je pense que c'est un peu exploité aussi dans Hero. Ouais, bah oui, c'est très clairement ce qui inspire. Avec l'arc actuel en plus, l'arc que je raconte en ce moment, c'est vraiment le truc que je raconte. Ouais. C'est pareil, c'est une idée que j'ai repensé ça, mais de toute façon, c'est comme je te disais, c'est un héros, c'est un peu, je trouve, même si je suis pas légitime à dire ça, mais c'est un peu l'enfant de Dreamland, dans le sens où ça m'inspire sur tellement de points. Je pense que si tu lis héros, t'es en mode, ouais, c'est carrément, déjà avec le terme des seigneurs. Bon, après, j'avoue, le nom seigneur, pour être honnête, c'est pas du tout à la base, j'ai pas du tout tiré ça de Dreamland, c'est juste que je trouvais pas un terme qui rentre bien. Je vais être honnête, à 100%, je veux juste faire un terme badass. Et j'étais en mode, roi, ça fait chelou. Dieu, c'est peut-être un peu trop. En mode, c'est trop évident, tu vois, genre, c'est trop chelou. Roi, c'est chelou. Enfin, du coup, j'étais en mode, Seigneur, en vrai, c'est stylé. Tu vois, Lord, c'est juste, ça fait genre, je suis un anglais, je me la pète. Puis, du coup, Lord, ça veut littéralement dire. I am the Lord of Fire! Voilà, tu vois. I am the Lord of Crackers! Ouais, tu vois. Donc, ça, c'est trop chelou. Du coup, je dis, bon, Seigneur. Mais je savais très bien qu'on allait faire la comparaison avec Dreamland, mais pour le coup, c'est
s'il y a bien un truc sur lequel C'est amour. voilà, j'étais en mode c'était pas du tout fait pour être pareil, c'est celui-là, mais bon, j'ai un peu pris ce qui venait. Tu vas pas non plus, je sais pas, appeler ça un ménestrel. Je sais pas. Un ménestrel, Non, c'est marrant. C'est pas le bon mot. Je suis le ménestrel du feu. Je te souffle mon feu sous la tête. Regarde. Et d'ailleurs, j'ai filé mes tomes de héros à Renaud Le Maire, mais pas eu de nouvelles depuis, on n'en sait rien. On espère que t'as lu, mec. Inch'Allah. Parce qu'on sait que tu nous écoutes là. Ce serait fou. Ce serait fou Si de tu nous fou. écoutes. Si Ouais. tu nous écoutes, sache qu'on serait trop chaud pour te faire venir en invité chez nous. Non, je suis pas chaud moi. Si, tu l'es. Ça marche, je le suis. Tu l'es. Je l'ai menacé avec une arme là. J'ai les mains en l'air. Non, en fait, il m'a Jedi Mind Trick. Il a fait Tu l'es. Je l'ai. Mais oui, du coup, ça prouve que c'est une grosse inspi sur plein de trucs. Ça m'a inspiré Dreamland pour le coup. Bah, compréhensible en même temps. Hein. Mais je pense que ouais, le truc sur lequel je me suis plus inspiré, c'est vraiment autour de la construction de l'univers et du lore. C'est le truc sur lequel je suis le plus passionné au niveau de Dreamland, c'est l'univers de fou qu'il a créé. Et en fait, je trouve ça dingue qu'il ait réussi à rendre aussi cohérent un truc qui devrait être tellement incohérent en fait à la base. Je veux dire, c'est des rêves. Non, Rien n'est censé être C'est sûr. normal dedans, mais il a réussi à tout assembler. T'es en mode, en vrai, moi j'y crois. Ouais, parce que tu vois mes rêves, tu te dis, mais pourquoi on est là maintenant? Il y a une seconde, on était à l'école, maintenant on est dans le jardin, et puis il y a un tigre. Ouais. Mais en vrai, dans Dreamland, t'es en mode, bah ouais, c'est logique. Ça marche. Et j'aime beaucoup d'ailleurs le concept qu'il a fait avec les villes qui sont liées à tes délires, avec Delirium City. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles. C'est pas le truc où il y a la débauche. Ouais, en fait, c'est au tout début du manga où le concept c'est que c'est une ville où, selon ton niveau de beuverie, la veille, tu spawns pas dans le même quartier de la ville. Ah oui, ouais, c'est ça. Et genre, t'as des levels, genre, si t'es juste un peu bourré, t'arrives dans le quartier tranquille de Dreamland où c'est juste des bouteilles de bière qui t'agressent avec des couteaux pour te réclamer ton slip. Let's go. Et si t'es vraiment trop déchiré, t'arrives dans les pans de la ville où genre c'est des bâtiments qui bougent tout seuls à cette heure de la ville et qui viennent se planter dans le ciel. Pouah. Ouais. Et par contre, si t'es trop défoncé, tu te retrouves dans un autre pan où genre là c'est vraiment le quartier de la fumette où t'as tous les plus gros crackheads du monde qui se réveillent là-dedans, genre. Évidemment, il y a Saba là-bas. Et le concept est trop cool, genre. Ouais. Et tu te réveilles dans Dreamland forcément en slip quand t'es bourré. C'est cool. Évidemment. Ah. Et j'adore enfin, tout est trop cool, genre les personnages sont dingues et tout. Genre, C'était un très beau manga. j'en parle là, j'ai envie de relire déjà, j'ai envie de tout me relire. Là, Bah c'est voilà. trop bien, putain. Ben voilà. Mais je l'ai lu une fois par an, je connais par cœur Dreamland. C'est vraiment c'est trop cool. J'allais dire fait des vidéos sur Dreamland, mais il y en a déjà une de faite, donc. En vrai, je me suis tâté à faire une chaîne Dreamland. Ouais. Ça, en plus, mais je pense que ça existe. Ou si ça existe pas, j'allais dire il n'y a pas matière, mais s'il y a carrément matière à faire une chaîne Dreamland, mais Bah voilà. non, c'est bon. J'ai déjà trop de trucs. D'accord. Par contre, reparler de Dreamland sur la chaîne, ça va clairement arriver. Hein. Ah, au pire, tu fais une série de vidéos Dreamland. Ou bah, de toute façon, je pense que je vais faire une sous-section Dreamland dans les shows personnages, hein, parce qu'il y a Let's trop go. de persos dont je veux parler. Après, pas fort. Enfin, tu peux parler des Oui, persos, mais d'autres pas choses, forcément oui, que d'autres des choses, persos. je sais, de l'univers et tout ça, mais c'est trop cool, genre. Ah, j'en parle là, je veux trop savoir la suite. Ça, par contre, ça, c'est un des défauts de Dreamland, c'est que c'est un défaut mais une qualité en même temps, c'est que c'est super long à sortir. C'est super long à sortir parce qu'on sait qu'il charbonne et il nous fait des dingueries, mais en même temps. Ouais. D'ailleurs, j'ai pas parlé non plus du fait que Dreamland c'est vieux. Comme je l'ai dit, ça a bientôt 20 ans. Ouais. Et c'est un truc incroyable par contre, c'est que bah, Renaud Le Maire, il peut se targuer d'avoir eu des apprentis en France. Et maintenant, ces apprentis sortent des bangers. Moi, je pense notamment à Jiro, c'est judo, qui a fait déjà un bouquin qui est paru dans le Shonen Jump, Ah oui, c'est qui lui. a gagné un concours, Ok. et qui fait Reaper, qui est super bien, c'est trop cool Reaper. Si vous ne connaissez pas, il faut lire absolument, c'est un shonen neketsu, inspiré de tout ce qui est Super Sentai, donc Power Rangers et tout ça, Ok. post-apo, où les personnages ont des pouvoirs liés aux insectes. C'est trop cool. T'es en train de rassembler tous les mots que j'ai dit là pour essayer de faire un truc cohérent. Non, je crois que je l'ai déjà vu, genre posé sur une table à Incultura. Mais je suis pas sûr que ce soit ça. Je te montrerai, je les ai. Ouais. C'est trop cool. Et du coup, il a fait ça. Je crois qu'il y a aussi
ZD qui a fait Space Punch qui était son assistant, mais ça je suis moins sûr, je crois qu'il avait fait un truc chez lui. J'avais pas lu, j'ai acheté le premier tome mais j'ai jamais lu. T'as jamais lu? J'ai pas lu non plus, j'avoue. J'ai lu que Reaper de ses apprentis, mais en tout cas c'est très cool. Et j'adore le fait que Renaud Lemaire, c'est vraiment l'auteur japonais en France par excellence. Le mec a tout baisé, il a eu des apprentis, il pèse dans le game, il fait ce qu'il veut avec son manga, personne ne le fait chier. Il pèse dans le game, genre vraiment, je suis choqué qu'un mec pareil il pèse autant, et en plus c'est le gars le plus chill de la terre, genre, et moi ça me tue de rire. J'ai l'impression que le gars il est pas lui-même conscient de la fame qu'il a en fait. Je pense que tu t'en es jamais vraiment conscient de tout ça, mais ça se trouve il y en a qui le savent et qui en jouent vachement. Lui il en joue pas parce que c'est un mec terre à terre quoi. Il est trop chill. C'est un homme du peuple, c'est pas un homme. Mais vraiment c'est sûr, c'est trop ça. Ouais. Ce gars est une crème et un amour et je l'aime de tout mon cœur. Bébou. Et si jamais t'écoutes cet épisode, sache que je te remercierai jamais assez d'à quel point tu m'as inspiré dans tout ce que j'ai fait. Vraiment, ce gars m'a inspiré partout. Je pense que si j'avais pas lu Dreamland, je dessinerais pas aujourd'hui. Quand même. Si j'avais pas lu Dreamland, je dessinerais pas aujourd'hui et je suis pas sûr que je lirais encore des trucs non plus. C'est ça qui m'a donné la passion de la lecture, c'est vraiment Dreamland, ça m'a trop influencé sur trop de trucs. Genre Dreamland, et c'est pour ça que même si je lis encore énormément d'œuvres et qu'il y a plein de bouquins que j'adore et qui objectivement sont meilleurs que Dreamland, parce que Dreamland ça reste un bouquin qui est, je trouve, très ancré dans son époque et qui a pas mal de petits soucis par-ci par-là, ça sera toujours mon manga de cœur. Genre vraiment c'est trop incroyable, il y a trop de trucs de fou dans Dreamland et ça m'a inspiré sur tellement de points, que ce soit dans ma vie de tous les jours, dans ma manière de me comporter avec les gens, dans ma manière de grandir et tout, dans ma manière de dessiner, dans la manière dont j'aborde mon art en général. Ça m'a inspiré sur trop de plans. C'est un manga complet, je trouve. Genre. Ouais. Il est juste parfait. J'espère qu'on va voir la fin un jour. Bah, je le souhaite et je pense, parce que bon, il est pas vieux encore. Non, il est pas vieux, mais c'est plus en termes de longévité. Les tomes sont longs à sortir, il y a un tome par an. Soit, je veux dire ça va, mais. Bah, ça va quand t'as un manga court, mais Dreamland est long. Oui. Et puis je pense que là, vu la longueur de l'épisode, sachant que j'ai pas abordé la moitié de Dreamland, enfin, tu te rends compte à quel point le truc est complet de fou, tu vois. Oui. Après, j'ai envie de dire, si il arrête de remaster ces tomes à chaque fois là. Parce que normalement, c'est finito ça. Non, il y aura une 5ème version du tome 1. On le sait très bien, toi et moi. Tu le pré-shots. J'espère pas. Par contre, il y a un monde où il va dire, bon, maintenant je vais remaster à partir du 11, tu vois. Non, avance, s'il te plaît. Tu feras ça quand tu seras à la retraite. Oh non, je suis à 10% de batterie. Non, le pourcentage de batterie, il va falloir qu'on stoppe dans pas longtemps. Après, de toute façon, en vrai, j'avais fait le tour là, en vrai. Ok, ça marche. Je pense que j'avais fait le tour. J'ai pas grand chose d'autre à dire, si ce n'est mes inspirations. C'est ton épisode, donc lâche-toi. Non, mais là j'ai dit ce que j'allais dire. Parce que si je commence à me lâcher, j'ai déjà bien spoilé Dreamland, je trouve. Et si je continue, je vais spoiler 2 fois plus. Ouais, on va quand même laisser un peu d'éléments de surprise. Déjà, je pense qu'un épisode de 1h20 sur un manga, ça va un peu faire comprendre aux gens qu'il faut absolument lire Dreamland, quoi. Genre, c'est vraiment un pur banger. Après, je pense que t'as un petit peu spoilé, mais pas tant que ça, parce qu'il se passe tellement de trucs. Il y a tellement de persos, il y a tellement de trucs. Si, je vais quand même faire un petit disclaimer, parce que faut quand même relativiser. Je suis quelqu'un qui déteste du plus profond de mon être la phrase « Non, mais ça devient bien à partir de l'épisode 12. Faut continuer à regarder les 12 premiers. » Je déteste cette phrase. Mais c'est bien une exception, c'est avec Dreamland. Genre, je vous jure que les 4 premiers tomes rendent pas honneur au manga. Genre. Parce qu'en fait, les 4 premiers tomes, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, le monde du manga en général, et de la BD aussi, les auteurs sont, comment on dit, contraints de créer une histoire qui à la base peut se terminer en 3 ou 4 tomes, parce que si ça flop, faut qu'on puisse terminer la série. Ce qui fait qu'Onelmar était bloqué avec ça, et il a dû essayer de construire une histoire comme il pouvait, avec un univers aussi dense que Dreamland. Vous doutez bien que c'était super compliqué. Donc il a dû créer un univers en 3 ou 4 tomes, et clairement il savait pas où il allait. Ça sent de fou, et du coup c'est un peu le bourbier, et des petits arcs de con, et les 4 premiers tomes sont vraiment les plus chiants à lire. Genre, même moi qui relis Dreamland régulièrement, les 4 premiers tomes, des fois je suis en mode, en sachant ce qui se passe après, je suis genre, j'ai envie de skipper, quoi, tu vois. Mais est-ce que ça c'est pas retravaillé avec les remasters? Oui et non. Visuellement c'est plus sympa à regarder, donc du coup t'as plus envie de continuer. Oui, après je parle pas forcément de visuellement, mais plus de
du découp. Enfin, pas. Si. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont c'est plus agréable à lire. Ouais. C'est plus agréable à lire et il y a des trucs qui ont été cutés et tout. C'est plus agréable à lire. Par contre, tant mieux. Ça enlèvera pas le fait que les premiers arcs sont quand même un peu relous. Tu vois, à suivre, genre il se passe pas grand chose. C'est un peu chiant, je peux comprendre. Ouais, c'est un combat par-ci par-là. Quoi. Pour moi, le manga Dreamland, il démarre à partir du tome 5. Il démarre à partir de Casinopolis, du Royaume des Chats et de ce genre de trucs, tu vois. Donc, s'il y a bien un truc sur lequel, une exception à la phrase il faut continuer parce que t'es mieux après, je pense que c'est Dreamland, vraiment, forcez-vous. Et si vraiment, à partir du tome 5, genre vous lisez le tome 5, vous êtes en mode non, c'est bon, le tome 5 il m'a gonflé, c'est que c'est pas pour vous. Par contre, si le tome 5 il vous chauffe et vous êtes en mode ok, je comprends où ça veut aller, je comprends comment c'est lourd. Voilà, continuez quoi, vous êtes pas prêts. Ouais. Donc vraiment, je pense que ça. Limitez-vous aux 5 premiers tomes, et après, si vous voyez qu'à partir du tome 5 c'est chiant, bon bah là c'est pas fait pour vous. Ouais, c'est une belle leçon. Ouais, ça me paraît bien. Bah ouais, carrément. J'ai dit ce que j'avais à dire. Lycée Dreamland, c'est un pur banger et c'est le meilleur manga de tous les temps. Dreamland, c'est cool. Ouais, bisous. Je suis pas aussi fan que toi, mais je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment. Déjà, t'es mon seul pote qui a lu Dreamland, donc je suis content. Je trouve ça dingue quand même. C'est trop bien, c'est trop bien. Après, avec la resurgence de la popularité de Dreamland avec les nouveaux tomes et les remasters, peut-être que, subséquemment parlant, d'autres personnes voudront en lire plus. Effectivement. Et en débattre. Le bonheur quand même que Dreamland ait mis un point d'honneur au manga français. Et j'avoue que c'est un peu par somme que j'ai pas lu Radiant. Parce que Radiant est vachement plus populaire et du coup ça me fout un peu le seum. Même si je pense que c'est très bien Radiant et c'est cool et tout, mais j'arrive pas à lire. Mais vraiment je l'assume, hein, c'est purement par somme que ça mette une pâtée à Dreamland en termes de popularité. Moi j'ai pas lu, je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'imagine que c'est plus populaire parce que c'est plus classique aussi. Oui. Ça a l'air visuellement plus classique et je crois que j'ai lu l'arrière d'un tome un jour et je me suis dit ouais c'est... C'est Fairy Tail dans le monde de Chasseur de Dragons. Ah, ça peut être bien. Hein. J'ai lu le tome 1, c'était cool, mais j'ai pas continué. En vrai je pense que c'est bien. C'est juste, comme je dis, c'est vraiment pur somme, je l'assume totalement, c'est pur somme que comme c'est plus populaire que Dreamland, ça me fait chier de le lire quoi. Faudrait calmer ton orgueil. Je sais. Étant donné que même je pense les deux ils sont amis, à mon avis. Je crois oui en plus. Et d'ailleurs, truc très drôle, c'est que Renaud Le Maire est pote à premier degré avec Mashima de Fairy Tail, Hiro Mashima. Ah oui. Et que chacun a fait un chapitre spécial pour le bouquin de l'autre. J'avais oublié ça. Mashima a fait un chapitre spécial Dreamland dans Fairy Tail et Renaud Le Maire a fait un chapitre spécial Fairy Tail dans Dreamland. Ça c'est une pure folie. Je trouve ça fou parce que quand même, tu dis le manga c'est japonais de base, c'est vraiment le bébé japonais mondial. Les Français sont le deuxième plus gros consommateur de manga au monde. T'as l'un des plus grands auteurs japonais et l'un des plus grands auteurs français qui s'associent entre eux, c'est dingue. C'est trop cool. Surtout que bon, Mashima je pense qu'il a commencé avant. Oui. Donc d'ailleurs j'ai vu un truc aussi, c'est que là il y a Renaud Le Maire qui était au Japon il y a pas longtemps pour la sortie des tomes japonais et tout. Incroyable ça. Et il a apposé sa signature et il a eu un moule de sa main au musée national des auteurs de manga au Japon. Donc là au Japon il y a vraiment il y a une statue avec le moule de la main de Renaud Le Maire et sa signature dans le musée. Incroyable. Donc le gars est au musée national des auteurs de manga. Bah voilà, tu peux ravaler la fierté que t'as envers Tony Valente. Ouais. Et Radiant, c'est ça le nom. Ouais. Parce que lui il a pas sa main là-bas. Non, c'est clair. Voilà. Mais c'est juste trop bien, genre. Et je trouve que tout ça prouve que Dreamland, même si on n'aime pas, faut mettre du respect sur son nom, genre. Ouais. Même si t'apprécies pas Dreamland, faut mettre du respect sur ce bouquin qui est genre juste une légende au point que. Enfin, t'imagines le dream du gars. Le Dreamland. Le Dreamland du gars, genre le mec il a démarré en petit auteur et tout. Ouais. En mode je fais un petit manga dans mon coin et Inch'Allah ça pète et je suis content d'avoir sorti mon manga. Et il termine au Hall of Fame des auteurs de manga japonais. C'est une dinguerie. Ouais. Mais je pense que c'est le rêve de n'importe quel artiste d'avoir la carrière de Renaud Le Maire. Hein. Par contre, j'imagine la différence de la taille de la main, parce que les Japonais ils sont tout petits. Lui, ça doit être un bon Français avec des grosses paluches. Donc j'imagine pas la différence. D'ailleurs, apparemment, ça marche super bien au Japon. Il a dit qu'il avait vendu de fou. Bah ça c'est incroyable. Et j'ai très hâte d'entendre un Japonais essayer de prononcer le nom de Montpellier. Montpellier. Non, faut qu'on arrête. J'ai Montpellier. On va être sur YouTube et tout. Stop. Mais quoi? Y a rien. Dire les noms français là en japonais.
Terraneuse. Ça va nu. Oh. Ah vraiment c'est Putain, trop cool. imagine, il y a la personne dans Dreamland, c'est Gwenaël. Comment ils prononcent ça? Gwenaël. Il y en a c'est Kylian déjà. Kylian. Bah ils vont l'appeler Krill, hein. Ouais. Ouais. Ah, j'ai fait le tour je pense. Bah c'est bien. Bah On moi a aussi. un bel épisode de 1h30 là. Oh. Une durée épisode guest quand même pour parler de Dreamland. Oui. En même temps on avait pré-shot hein. Bah oui. On avait pré-shot que l'épisode Dreamland il allait être super long. Eh, il y a 8 minutes de nous qui parlons de nos trucs. Nos trucs de collection. Ouais. J'avais oublié. Bah, j'ai l'impression que c'est il y a 5 épisodes, hein. Est-ce que tu vas mettre ça dans le titre? Non. Clairement pas. À quoi ça sert? Surtout qu'on en a déjà parlé 15 fois avant. Mec. Limite tu vas le skipper au montage. Non. Est-ce que il a quand même une raison de vivre ce truc là? Tu vas pas l'enterrer tout de suite là, creuser le trou là, il est déjà en train de prendre la peine là. Il va faire les services funéraires, il contacte les pompes funèbres. Les pompes funèbres pour le pauvre sujet de 8 minutes. Comparé à Dreamland, 1h30 mon gars, 1h30. Et encore ça me paraît court pour Dreamland avec toi là. Et ta tête là T'as remplie plus de batterie. Ouais, 7%, ça va, non? Et il y a mon avion. Et si tu veux, on continue sur mon portable, hein. Et t'as quoi à dire encore, hein? Allez, on va éplucher chaque personnage un par un. Alors, les rangs dans Dreamland, le numéro 1 de la classe S. Vas-y, pisse, mec. Pisse dans le bocal. Mon ref. Allez. Dans la boîte à sujets. Vas-y, tous les sujets ils tombent. J'en ai fait trop plein. Non. Oh, est-ce que lui on l'a fait? Ah, Bloodline, ouais, c'est bon. Alors, mec. Reprends-toi, c'est une émission sérieuse ici, mec. Pourquoi tu rigoles? Arrête de rigoler. J'ai mal au ventre, putain. Ah, ça fait du bien de rire, ah ouais. Ça y est, t'as dit, c'est mon épisode, faut que je parle tout le temps. Du coup, à la fin, tu pars en couille. Ouais, non, Tu relâches tout ce que t'avais à dire. c'est pas du tout parce qu'il est 1h30 du matin. Pas du tout. C'est quoi le sujet là? Je sais pas. C'est faire. Ah oui, bien. Ah. Est-ce que c'était ton Mon mot de la fin. Je pense que ça va être mon mot de la fin parce que sinon, ça va être un enfer. Ça marche. Moi, mon mot de la fin, c'est Dreamlands. C'est le meilleur manga du monde. Et j'adore. Et Montpellier. Gwenaël. Gwenaël. C'est le mot de la fin. Gwenaël. Gwenaël. Allez, bisous.